Merci à vous d'être venus. Donc on va vous faire une petite... Pardon? Plus fort? Plus fort? Au fond, peut-être vous entendez bien? Ouais, c'est pour ça que j'aime bien avoir un micro, j'ai tendance à... On va vous faire une soirée donc en 2 étapes. Donc pendant le premier temps, on va faire une conférence d'1 heure à peu près, donc qui va concerner la prise en charge du surpoids, avec l'idée sous-jacente d'expliquer un petit peu comment on approche les choses justement dans notre état d'esprit à DFM Formation, comment on approche la vision globale, holistique du patient, et donc ça va être une illustration en fait. Vraiment on a choisi un cas pour illustrer la démarche fonctionnelle qu'on propose. Ça sera pendant la première heure, donc on alternera. Guinaël exposera l'aspect plus clinique, et puis moi j'exposerai plus certaines biologies. Évidemment, ce sera très restreint, mais ça donnera un avant-goût. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, pendant une demi-heure, on présentera les nouvelles formations de 2022, parce que le catalogue DFM Formation s'est énormément agrandi en quelques semaines en fait. Donc on aura vraiment le plaisir et la joie de vous présenter ces nouvelles formations de 2022. Et puis bon, on aura après une demi-heure encore de discussions, questions, échanges, etc. pour finir à 22h. Évidemment, ceux qui seront amenés à devoir partir plus tôt, ne vous gênez pas pour d'un coup vous lever et sortir, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais laisser la parole à Guinaël et puis je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous pour votre présence. On peut plus se présenter. Je pense que tout le monde se connaît. Tout le monde me connaît, enfin, je sais pas. Bon. En vidéo. Comment? Pour la vidéo. Bonjour. Donc, oui, je ne suis pas sûre que tout le monde me connaisse. Donc, je suis Guinaël Abéguilé. Donc, je suis kiné de profession et donc depuis quelques années, j'ai cessé mon activité de kiné pour me consacrer exclusivement à la micronutrition. Et donc, en consultation, je me suis spécialisée dans la fertilité et les troubles hormonaux. Et donc, voilà, mon activité principale aujourd'hui, c'est la formation. Voilà. Moi, je m'appelle Bruno Méret, donc moi je suis ingénieur biochimiste de formation. Et dans le domaine de la micronutrition, moi je me suis vraiment spécialisé justement sur ce qui concerne les analyses, on dit nutritionnelles et fonctionnelles, c'est-à-dire en fait les analyses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir passer sur les ordonnances des médecins. Donc voilà, des choses un peu plus, on va dire, fonctionnelles et puis de terrain. En fait, voilà. Donc c'est vraiment mon domaine d'expertise et c'est la complémentarité qu'on a dans notre travail, quoi. Vraiment plus dans notre travail de formation. Moi je consulte sur Paris, Fontainebleau, et puis je me consacre beaucoup à la formation également. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, effectivement, on va vous présenter une soirée sur le thème du surpoids. Et donc on veut surtout aussi prendre conscience de la démarche qu'on a prise comme consultation, qu'on appelle la démarche fonctionnelle en micronutrition. Donc vraiment pour vous montrer un peu le déroulement d'une consultation, comment est-ce qu'on décide d'une prise en charge. Donc tout le cheminement qui nous amène à trouver du coup les facteurs causaux qui sont à l'origine des troubles des patients. Et une fois qu'on a trouvé les facteurs causaux, c'est facile. Vraiment, l'idée de la consultation, c'est recueillir les plaintes et essayer de comprendre pourquoi ce patient peut-il avoir des plaintes. Et puis, ça découle vraiment sur une prise en charge. Donc, c'est vraiment plaisant de faire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucun protocole. On entend souvent des personnes dire tiens, je sais pas, j'ai de l'endométriose, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'en sais rien. On ne traite pas une endométriose, on traite une patiente atteinte d'endométriose, ce qui est totalement différent. C'est sûr, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui rend la chose tellement plus passionnante et les résultats beaucoup plus efficaces et pérennes. Donc, on va vraiment vous illustrer un peu cette démarche sur un thème de surpoids. Et ce qu'on voulait vous dire avant de commencer, c'était que peu importe le motif de la consultation, qu'une patiente vienne pour du surpoids, pour une dépression. Bonsoir Isabelle, tu es repérée sur la vidéo. Et donc, pour une dépression, pour une fatigue chronique, peu importe, on va toujours procéder de la même façon. On va explorer les différentes fonctions de notre patient. Parce qu'en effet, un individu, c'est un tout. Si quelqu'un vient par exemple pour une fatigue, on pourrait se dire on va explorer la fonction métabolique, puisqu'effectivement, visiblement, le métabolisme dysfonctionne si on est fatigué. Mais pourquoi le métabolisme dysfonctionne? Ça peut être déjà une
cause d'autres choses. Donc on va rechercher les éléments causaux. Et donc on va toujours explorer par la clinique dans un premier temps, puis après par la biologie quand besoin. On va toujours explorer les différentes fonctions. Donc quelles sont-elles? Chez DFM, du coup, on parle de la dimension d'abord digestif, écosystème intestinal. Donc par exemple, pour prendre l'exemple d'un problème de surpoids, on pourrait imaginer un individu qui souffre d'une candidose, d'une prolifération fongique dans l'intestin. On sait que ces candidoses vont donner aux patients des envies très fortes de manger du sucre. Donc on comprend facilement qu'un patient qui a du surpoids peut provenir d'une candidose. Il va être plus vulnérable à la prise de poids, et puis si on lui dit d'arrêter de manger du sucre, ça va être une souffrance pour lui, parce que c'est une véritable addiction dans ces cas-là. Si je ne traite pas la candidose, c'est l'échec assuré, ou s'il arrête de manger du sucre, il risque de se jeter sur autre chose, une autre addiction. Pour la détoxication, on va aussi explorer, peu importe le motif de la consultation, on va explorer le fonctionnement détox. Par exemple, on peut imaginer dans le cadre d'un surpoids, si je ne prends pas en considération la fonction détox et que je fais perdre à mon patient 10 kg, donc il va remobiliser son tissu adipeux, il va perdre ses 10 kg, et dans le gras, qu'est-ce qu'on trouve? Effectivement, la plupart des toxines sont liposolubles, donc elles se trouvent très bien dans le tissu adipeux. Donc lorsque je perds du poids, je remets tout ça en circulation. Si je n'arrive pas à éliminer tous ces toxiques et toxines, je peux m'intoxiquer. Puis on voit effectivement des personnes qui perdent du poids, qui ont des cernes comme ça, un état lamentable, et finalement elles regrettent les 10 kilos perdus parfois. Donc ça sera important d'évaluer et de soutenir quand nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est toujours nécessaire, mais effectivement souvent ça le sera. On va également explorer une troisième fonction qui est la fonction immuno-inflammatoire. Effectivement, une perturbation de cette fonction, notamment par exemple quand on a de l'inflammation, peut nous prédisposer au surpoids. On le développera un peu plus tard. La fonction métabolique, ça paraît évident dans un surpoids. C'est vraiment la fonction principale, mais encore une fois, la fonction métabolique peut dysfonctionner à cause d'autres choses. La fonction neuropsychique, ça paraît également tellement évident. Le psychisme agit absolument sur tout. Si on n'a pas rien à sa tête, on a tous vécu ça. Moi, ces derniers temps d'ailleurs, j'étais plus fatiguée d'habitude, j'étais pas en forme, et du coup, je mangeais n'importe quoi. Et du coup, j'étais encore plus mal. C'est toujours le cercle vicieux, quand on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on mange n'importe quoi et on a encore plus mal, et on ne s'en sort pas, donc effectivement, il faut être bien à sa tête pour être bien son corps, et vice-versa. Donc voilà ce qu'on va faire, on va montrer un peu maintenant, pour illustrer ce concept, on va prendre un cas clinique, et puis on va explorer un peu ensemble les différentes fonctions pour voir. C'est un cas parmi tant d'autres, bien sûr. Ça va découler peut-être sur des propositions de prise en charge pour un patient, mais ça sera que pour un patient. Donc là, on prend un exemple d'un homme qui a 49 ans. C'est un chef d'entreprise, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Donc il vient vous consulter parce qu'il souhaite perdre du poids. C'est un monsieur qui a toujours eu tendance à être un petit peu en surpoids, mais jusque-là, quand il souhaitait perdre quelques kilos, il faisait un tout petit peu d'effort et puis il n'y avait aucun problème, il perdait très facilement. Et depuis quelque temps, c'est plus difficile pour lui. Bon, il vous dit aussi spontanément qu'en plus, il est quand même assez stressé avec son travail. Il sent que quand même ça peut impacter un peu sa prise de poids. Dans les antécédents personnels, il n'y a rien de particulier. Au niveau des antécédents familiaux, son père a fait un cancer colorectal à l'âge de 59 ans. Il ne prend pas de traitement. Et puis, comme beaucoup de personnes, il ne fait pas de sport parce qu'il n'a pas le temps. Alors, on explore très rapidement son assiette parce qu'en fait, on va poser beaucoup de questions. Donc, il faut quand même être assez synthétique. Il faut aller relativement vite dans un premier temps. Et après, on va détailler certains détails. Donc, il a une copine qui est venue vous voir et vous lui avez dit qu'il fallait manger un petit déj protéiné. Donc là, il sait qu'il faut manger protéiné. Donc, il mange du jambon, des œufs, du fromage et du pain le matin. Le midi, au resto, il commence par une petite bière. Après, le classique au resto, des viandes, des frites, ou du riz, ou des pâtes. Ça change un petit peu là. Et une petite salade, parce que ça fait toujours plus joli, parce qu'une assiette de pâtes avec un steak haché, c'est pas très joli, donc une petite salade décorative. Voilà. Et après, en dessert, de temps en temps une pâtisserie, mais il sait qu'il faut faire un peu attention quand même, donc des fois il prend rien. Le dîner, un peu pareil, hein, viande, féculents, légumes, fromage et yaourt. Voilà.
Donc on pourrait rester critiqué longtemps là-dessus, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a tendance en consultation à dire « Ah mais tiens, là, c'est là que vous devriez plutôt faire ça, ça, ça », puis en fait, on se rend compte qu'on a juste fait l'assiette et puis on n'a plus qu'une demi-heure, il y a tout le reste à faire. Donc moi, j'essaye de me forcer à ne rien dire, ferme ta bouche, tu avances, tu déroules, et puis on débriefe après. Comme ça, on peut mettre tout en lien. Ça, c'est dur, ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Alors du coup, on va c'est la première partie, explorer du coup la fonction digestive, écosystème intestinal, détox. Donc en fait, je vous montrerai tout à l'heure, pour être sûr de ne rien oublier et d'être un peu structuré, dans les formations, on apporte dans chaque module des bilans, dans chaque module clinique, on vous montre des bilans afin de vraiment pouvoir conduire votre propre consultation et de rien oublier, d'être structuré, parce que sinon, ça part dans tous les sens. C'est ingérable. Donc il faut être un peu... Moi je ne suis pas du tout structurée de nature, donc j'ai beaucoup m'obliger à vraiment structurer mon enseignement parce que sinon ça part dans tous les sens. Donc du coup, on sait quelles questions on doit poser. Donc là j'ai juste recueilli ce qui dysfonctionne, et si je vous ai écrit que ce qui dysfonctionne. Donc au niveau de la mastication, parce que ça commence par là, la digestion bien sûr, il mange vite comme beaucoup de personnes, et en plus il parle en mangeant. Au niveau de la fonction gastrique, on repère qu'il a des irritations. On ne demande pas ça aux patients. Parce que le nombre de personnes qui me disent « Non, j'ai des irritations, non ». Et après, ils disent « Ah, par contre, je rote souvent ». Et puis, peu importe le niveau social du patient, parce qu'on a tendance à se dire « Bon, lui, avec son niveau social, on va lui employer des beaux mots ». Mais non, l'irritation, c'est pas connu de tous. Donc, est-ce que vous rotez? Oui. Il a aussi des reflux et on lui demande « Est-ce que vous savez avec quoi ces irritations, par quoi sont influencées ces irritations et ces reflux ?» Et donc il dit effectivement quand il est stressé, il en a plus, et aussi quand il mange trop. Alors on explore la fonction vésiculaire, là c'est toujours assez sympathique parce qu'on va poser des questions de plus en plus intimes, donc on l'aura un peu préparé, parce que la question la plus représentative, la dysfonction vésiculaire, c'est est-ce que vous avez du mal à vous essuyer quand vous allez aux toilettes? Donc souvent ça fait un peu, ça les étonne un petit peu, mais effectivement c'est une très bonne indication. S'il ne digère pas le gras, ça va rester dans les selles, et puis forcément, ce sera beaucoup plus dur à nettoyer. Et donc, lui, pas de problème de selles salissantes, mais en même temps, il est assez constipé, pas très, un peu constipé. Mais par contre, il n'a pas de problème de digestion du gras, donc ça a l'air d'aller. Au niveau de l'interrogatoire sur l'intestin, tendance à constiper, donc des selles plutôt déshydratées. Il a, oui, des ballonnements, mais pas énormes non plus. Par contre, il a des gaz odorant. Donc ça vous indique quoi? Voilà, dysbiose de putréfaction, effectivement. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque du coup? Alors oui, voilà, ça c'est les bilans, c'est une partie du bilan digestif que je vous montre pour vous expliquer qu'en fait, vous avez ça pour vous aider à conduire votre clinique, quoi. Donc c'est exactement quel... Alors, vous voyez, j'ai mis un peu en langage crypté pour le reste. Non pas que je voulais pas vous donner les informations, mais pour essayer de vous faire venir à notre module, on s'est dit on va pas tout leur donner, sinon voilà. Donc voilà, du coup, on sait quelles questions poser, bien sûr il faut que ça aille quand même assez vite, et donc là j'ai mis en gras, ou j'ai barré ce qui était bon. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on a une dysbiose de putréfaction qu'on a tous les signes cliniques possibles, bien sûr. Donc là, pareil, oui, après je vous donne un autre tableau où il y a les causes des dysfonctions. Donc dans les premiers tableaux, il y a l'investigation clinique où on sait quelles questions poser. Et après, une fois qu'on a trouvé une dysfonction, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a par exemple une dysbiose de putréfaction. Et donc il y a un autre tableau qui répertorie toutes les causes de dysbiose de putréfaction. Donc là par exemple, est-ce qu'ils mangent trop de protéines? Vous savez que les gens qui mangent trop de protéines vont nourrir excessivement ces bactéries. Mais on peut aussi ne pas en manger de trop, mais mal les digérer. Donc, on sait que lui ne mange pas beaucoup de légumes non plus, donc une insuffisance de fibres. Donc, on repère déjà les causes, vous voyez, grâce à ce tableau, et on n'oublie aucune cause. Et c'est ces causes, ça va forcément déboucher sur une prise en charge. On sait déjà qu'il faudra lui dire de diminuer les protéines, d'augmenter les légumes, de mieux mâcher. Et rappelez-vous, il avait des irritations, des reflux, et ça, c'est un signe d'hypochloridrie. Une insuffisance d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et donc, on sait aussi déjà qu'il faudra prendre en charge l'hypochloridrie. Faudra-t-il encore chercher si l'hypochloridrie est liée à quelque chose? Certainement, il faudra chercher aussi la cause de l'hypochloridrie. Bon, du coup, là, c'est ni plus ni moins ce que je viens de vous lire. Et donc, là, après, on essaye de construire au fur et à mesure de la consultation, on essaye déjà de faire des liens
dès qu'on a une nouvelle information, on essaye de les mettre en lien avec les informations qu'on a tirées précédemment. Donc là, par exemple, on a repéré qu'il y avait une dysbiose de putréfaction. Première dysfonction repérée. À quoi est-elle liée? Donc on a parlé de plusieurs causes chez ce monsieur. Ben, il mange trop de viande, il ne mange pas assez de légumes, il ne mâche pas. Donc il la mérite un peu quand même cette dysbiose. Il y en a qui l'ont, pourtant c'est plus compliqué, mais lui, c'est pas étonnant. Donc ça veut aussi dire que ce ne sera pas la peine de le bombarder de compléments alimentaires, puisque déjà avec des modifications de la selle, on aura beaucoup de mieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui ont des troubles digestifs très importants et qui mangent nickel. On sait que le complément sera plus indispensable, plus nécessaire que quand il y a beaucoup de corrections à faire dans l'assiette. Mais il avait quand même cette hypochloridrie. Donc, on sait qu'en cas d'hypochloridrie, on digère moins bien les protéines et c'est aussi une cause de dysbiose de putréfaction. Donc, on fait déjà du lien. J'ai mis les dysfonctions en jaune ici. Donc, on a déjà repéré 2 dysfonctions, dysbiose de putréfaction et hypochloridrie, et on sait que l'hypochloridrie est une des causes de la dysbiose. Donc, il y avait une question, je crois. Oui, je me demandais comment on a déduit l'inflammation de Begrave. Ah, par la suite par la suite. Ouais, tout à fait. Très bonne question. On va y revenir tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, c'est que la première. On a, du coup, dans ce chapitre-là, on a traité... Ah oui, il n'y avait rien de particulier au niveau des signes de détox. Il n'avait pas de maux de tête, il n'avait pas de nausée, il n'y avait rien de particulier, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Donc pour l'instant, on a traité ces 2 premières fonctions. Et je donne la main à Bruno. C'est déjà moi? Ah ouais. Ça me va concentrer. Bon, alors, donc on passe du coup, justement dans ce qu'on propose chez BFM, c'est ce lien entre la clinique et la biologie pour pouvoir approfondir, le cas échéant, tout ce qu'on a récolté comme information avec l'interrogatoire, de pouvoir l'approfondir si besoin avec des analyses, d'accord? Donc, les analyses de l'intestin, il y en a une 50aine. C'est très vaste, très riche. En tout cas, les analyses fonctionnelles, j'entends, hein, vraiment, en gros, ce que propose pas le médecin. Hein, ce que, justement, on peut investiguer quand on recherche des causes, des problématiques fonctionnelles. Donc là, je vous présente l'une des plus classiques, l'une des plus simples, l'une des plus, je dirais, abordables pour un naturopathe ou pour un non-médecin. Parce que, bah, évidemment, quand on parle d'analyse, tout de suite, on va se dire, oh là là, attention, je suis naturopathe, moi, je n'ai pas le droit de prescrire. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de naturopathie. Oui, on n'a pas le droit de prescrire, mais voilà, je vais vous le mettre à l'aise tout de suite. Il y a des choses qu'on peut proposer, notamment ce type de bilan. C'est un bilan sur les urines. Et oui, on analyse le microbiote de l'intestin sur les urines. Voilà, ça s'invente pas, c'est original. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc c'est une analyse là qui va nous permettre d'essayer d'objectiver un peu la problématique de notre patient dont on s'occupe maintenant. Alors, le principe est très simple. Vous avez le microbiote, pardon, excusez-moi, voilà. Le microbiote intestinal qui produit ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire on va dire des déchets. Alors, on pourra apprendre un petit peu plus loin quel type de déchets sont produits dans certaines parties du côlon. Mais en gros, retenez que le microbiote produit des déchets liés à la fermentation ou à la putréfaction ou à d'autres métabolismes biochimiques. Ces déchets traversent la muqueuse intestinale. Par certains ont un passage hépatique par le système porte, et puis on recueille dans les urines ces déchets, ces métabolites, avec un petit recueil urinaire. Et donc on appelle ça, suivant les labos qui font cet examen, on appelle ça soit le DMI pour dysbiose mycose intestinale, soit le MOU pour métabolique organique urinaire. Voilà, ça a différents noms suivant les labos. Donc l'idée c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon intestin à partir d'une analyse urinaire? Allez, donc c'est assez simple. Donc analyse urinaire, même un naturo peut faire une analyse urinaire. C'est un recueil, c'est pas un prélèvement. Donc ça, on est nickel au niveau, entre guillemets, de la légitimité. D'accord? Alors, vous avez compris le principe. Après, on part sur voilà, si j'ai rien oublié, la manière dont un des labos, alors c'est une chose que je voulais vous dire, j'aurais dû vous dire en introduction d'ailleurs, c'est que chez DFM on a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est l'indépendance. Donc on est
affilié ni à un labo d'analyse, hein, on n'a pas de conflit d'intérêt, on n'a aucun conflit d'intérêt avec les labos d'analyse, ni avec des labos de compléments alimentaires. Donc là, je vous propose quelques bilans extraits d'un labo particulier, mais j'ai essayé de mixer d'ailleurs avec différents labos, mais c'est pas du tout... je veux dire, j'ai pas d'intérêt avec ce labo. Donc ça, c'est l'analyse du microbiote qu'on peut faire à partir des urines. Et donc on a en gros 3 modules. Un module fongique, où on va regarder si notre patient présente une prolifération fongique. Là, essentiellement sur ce module-là, c'est du candida, d'accord? Donc on va regarder s'il y a une présence de candidose. Donc là, c'est très simple, vous voyez, c'est la barre noire, c'est le niveau, le dosage des métabolites du patient. En vert, le niveau est correct, parce qu'il y a un bruit de fond pour tout un chacun, d'accord? Donc vraiment, il y a un petit bruit de fond. Et puis en orange, c'est que ça devient perturbé, en rouge, c'est très perturbé. Donc là, ce qu'on peut voir chez ce patient, c'est assez cohérent l'analyse qu'on a avec ce que Guénaël nous a raconté sur la clinique. Il n'y a pas de candidose, ni du tout mis en évidence chez ces patients. Il n'y a pas de dysbiose de fermentation, c'est-à-dire qu'il n'hyperfermente pas des glucides notamment. Vous voyez, tout est nickel. Et par contre, il y a une vraie belle dysbiose de putréfaction, avec notamment, mais ça c'est des choses qu'on apprend, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, c'est des choses qu'on apprend de manière approfondie dans le module 2 qu'on propose dans le cursus. Il y a certains marqueurs qui sont plus importants que d'autres, d'accord? Là, clairement, ce patient présente une dysbiose de putréfaction, on va dire même assez importante, d'accord? Donc, cette analyse est intéressante. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Parce que finalement, comme l'avait dit Guénaël, c'est assez évident, le patient présente une vraie dysbiose de putréfaction, avec la clinique, ça parle d'emblée, quoi. À quoi ça sert? Ça coûte quand même presque 100 € de faire ça. Ben, tous les cas ne sont pas aussi simples que ce que Guénaël a exposé. Hein. Je vous assure que quand on fait des consultations et qu'on commence à rentrer dans l'intestin, franchement, les cas d'école sont rares. C'est vraiment très souvent des problématiques assez complexes, croisées. Et donc ça permet de faire vraiment de la lumière, justement, parce que parfois il y a des intrications, candidose, dysbiose de putréfaction, voilà, il y a des choses assez complexes, donc on peut mieux lire. Parfois, pas tout. On n'en a pas toujours besoin, hein, parce que ce n'est pas des bilans qu'on fait systématiquement. Et puis, ces bilans donnent aussi beaucoup d'autres informations. On apprend à évaluer la fonction de détox à partir de certains marqueurs aussi. Voilà. Bon, je suis obligé de faire court, mais voilà, pour dire que c'est une analyse qui, déjà, donne une idée des 3 grands types de dysbiose qu'on peut rencontrer. Et puis, en la connaissant bien, on peut savoir s'il y a une intolérance au lactose, s'il y a une suspicion de SIBO, si les fonctions de détox fonctionnent bien, etc. etc. D'accord ? Donc il y a pas mal de choses, des informations très pertinentes qu'on peut tirer d'un bilan comme ça. D'ailleurs, moi, c'est un de mes leitmotivs. Dans l'enseignement que je donne sur les analyses, j'essaie de vraiment essayer de motiver les gens à tirer le maximum d'informations des bilans qu'on fait. Parce que c'est des analyses qui ont un certain coût. Hein. Vous savez que ce n'est pas des analyses remboursées. Hein. Certaines sont remboursées, hein, le fer, la vitamine A, la B12, etc. Il y a quelques petites analyses qui sont remboursées, qui sont intéressantes pour la démarche fonctionnelle, mais la plupart ne le sont pas. Et donc, à partir du moment où la personne investit 100 € dans un bilan, j'estime qu'en tant que praticien, on doit se donner la peine d'essayer d'en tirer la substantifique moelle et de le faire parler le plus possible. Voilà, donc ça c'est important. C'est un petit peu mon objectif. Je crois que c'est terminé après c'est ça. C'est vrai que ce qui est sympa en plus, c'est que, merci, c'est que certains patients, alors c'est pas tous, mais certains patients, si on leur dit juste vous avez une dysbiose, ça serait bien de changer telle et telle habitude, tant qu'ils n'ont pas vu écrit sur le papier, ils vont pas réagir, et le fait de le voir écrit noir sur blanc, ah mais oui, donc je le vois vraiment, ça donne une crédibilité à vos dires, et ça va le motiver dans sa prise en charge. Donc c'est vrai que ça peut beaucoup le motiver à changer. Alors du coup, après la fonction donc écosystème intestinal détox, on va explorer la fonction immuno-inflammatoire. Et donc, alors pareil, hein, je suis guidée avec plein de questions, on ne va pas les montrer, mais en tout cas, on va explorer 4 grandes dysfonctions au niveau du système immuno-inflammatoire. 3 dysfonctions en hyper, en excès de réaction immunitaire. Alors, c'est-à-dire le terrain allergique, le terrain inflammatoire, le terrain auto-immun. C'est des hyperactivités du système immunitaire. Donc on explore ces 3 dysfonctions en hyper et une dysfonction en hypo, c'est-à-dire le déficit immunitaire, une immunité un peu faible.
Donc on imagine le genre de questions qu'on pose. Hein. Donc ce monsieur, il n'y avait pas aucun signe d'allergie, d'atopie, pas d'eczéma, pas d'asthme, rien. Pas de signe d'auto-immunité, pas d'antécédents familiaux. Il n'est pas souvent malade, il n'a pas d'herpès, donc pas de déficit immunitaire non plus. Par contre, au niveau des signes inflammatoires, il parle quand même d'avoir régulièrement des tendinites qui reviennent régulièrement d'un côté, de l'autre, des bursites, tous ces petits bobos en hit qui courent dans nos cabinets. On a quand même beaucoup de patients, notamment vous les kinés, mais pas que, qui viennent pour une tendinite sur une épaule, après ça va être un tendon d'Achille, et puis on restaure d'un côté, puis ça va de l'autre, etc. Donc il a quand même un terrain inflammatoire. Donc du coup, dans cette fonction, c'est ce qu'on repère comme nouvelle dysfonction, on a en plus une inflammation. Donc je le réintègre dans le schéma tout à l'heure. Vous vous rappelez le schéma tout à l'heure, on avait deux dysfonctions, hypochloridrie, dysbiose qu'on avait mis en relation. On avait trouvé d'autres causes encore à la dysbiose putréfaction. Et maintenant j'ai trouvé une nouvelle dysfonction. Donc je me pose la question, est-ce qu'elle peut être en lien avec les dysfonctions précédentes ou est-ce qu'elle est totalement indépendante, à votre avis? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le terrain inflammatoire et ce qu'on a trouvé précédemment? Tout à fait. La dysbiose de putréfaction, c'est vraiment spécifique à la dysbiose de putréfaction, va entraîner une inflammation de bas grade, puisqu'effectivement ces bactéries, des fractions de bactéries en passant la barrière intestinale vont aller entraîner les cascades de l'inflammation. Donc, hop, on remet cette nouvelle dysfonction en lien avec les autres, et ça vous pouvez le faire au fur et à mesure de la consultation. Et ce qui est génial, c'est que le patient, en fait, lui, il sait que tout est lié, il se rend compte parce qu'il vit avec cet état depuis bien longtemps. Et on a tendance parfois à voir séparément ces problèmes de tendinite, ces problèmes digestifs, et en fait finalement tout est lié, et puis il le sent souvent, que quand ça va moins bien dans son ventre, il a plus de tendinite, etc. Donc du coup on fait un lien entre dysbiose et putréfaction qui entraîne cette inflammation. Donc, ah oui, et puis on l'interroge sur les autres causes de l'inflammation, parce que bien sûr c'est pas parce qu'on a trouvé une cause de l'inflammation qu'il n'y a pas d'autres causes en rapport avec cette inflammation. Et on sait qu'ils ne mangent pas beaucoup d'oméga 3, on n'a pas entendu parler de beaucoup de poissons gras, d'huile végétale, et par contre les oméga 6, il y en a matin, midi, soir quand même dans ces protéines animales, jambon le matin, viande midi, viande soir. Donc il y a un grand déséquilibre entre les oméga 3 anti-inflammatoires et les oméga 6 pro-inflammatoires. Et en plus, ça c'est, on le suppose, comme tout le monde est déficitaire en vitamine D, que c'est une vitamine régulatrice de l'immunité, donc plutôt anti-inflammatoire, et on sait que c'est encore une des causes quasi évidentes. Oui, tout à fait, le surpoids aussi. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais. Alors, du coup, la deuxième type d'analyse que je vais vous présenter, c'est l'analyse des acides gras. Alors ça, c'est le bijou. C'est le bijou c'est mon analyse préférée. Vraiment, j'adore cette analyse. C'est le bijou de l'analyse nutritionnelle. On va établir un bilan de l'assiette des gras du patient à travers cette analyse. Alors, indépendant totalement de l'assiette qu'il a fait la veille. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un bilan qui se passe sur 3 à 4 mois. D'accord ? 3 à 4 mois, un reflet de votre assiette des gras pendant 3-4 mois. D'accord ? Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors pourquoi 3-4 mois d'ailleurs ? Parce qu'en fait, on dose les acides gras. Alors les acides gras, c'est un petit peu de biologie. Vous savez que les acides gras composent ce qu'on appelle les membranes cellulaires. D'accord ? Et donc on va doser les acides gras dans des globules rouges, c'est-à-dire on va extraire les acides gras des globules rouges. Les globules rouges sont les cellules les plus facilement accessibles dans l'organisme à la prise de sang par définition, et donc on dose les acides gras dans les globules rouges. Et donc on a en fait les acides gras du patient qu'il a mangé les 3-4 derniers mois, ils sont tous là. Okay, voilà, en partie parce qu'ils sont ailleurs dans le corps aussi, mais ils sont en tout cas proportionnellement, et c'est un bon reflet. Les acides gras des globules rouges sont vraiment un reflet de l'assiette des patients. C'est assez intéressant, il fallait y penser quand même. Et donc on va doser ces acides gras et on va donc du coup pouvoir savoir ce que c'est vraiment un parfait mouchard. Franchement, on peut absolument rien cacher. On sait exactement s'il y a trop de fromage, s'il y a des excès de viande, s'il y a justement des bons gras dont nous parlait Guénaël à l'instant. C'est vraiment... On peut même voir, c'est un bilan sur les gras
mais aussi on peut voir le métabolisme sucré. Ça irait un petit peu loin pour expliquer ça aujourd'hui, mais il y a aussi un regard sur la consommation des sucres. Donc, ça, c'est la petite copie pour vous montrer. Alors, la suivante. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, on a du coup un bilan assez complexe. Hein. Vous voyez que c'est un... Alors, c'est dommage parce que là, on ne voit pas bien. Je ne sais pas si vous le voyez sur la slide. Non, alors là, on ne voit rien du tout. Alors, ici, en fait, je vais vous expliquer. Ici, c'est donc les acides gras dits saturés. D'accord? Donc, tous les... notamment l'acide palmitique. Hein. Retenez-en un surtout, c'est celui-ci souvent qui est la star des problèmes inflammatoires et autres cardiovasculaires. Ça, c'est les acides gras monoinsaturés. Alors le leader, c'est celui-ci, l'acide oléique, l'acide gras de l'huile d'olive. Ça, ce sont donc des acides gras un petit peu moins connus. Je vais passer un petit peu. Là, il y en a un très mauvais, transélaïdique, il est ici. Non, c'est le transacinique. Transacinique, où est-ce qu'il est? Il a dit polypolémique, ensuite il doit être dans celui-là, je pense, transpalémique, non, pas trop. Et l'aïdique acide, peut-être celui-ci, je ne sais plus. Ça, c'est les oméga 6, et ça, c'est les oméga 3. Et puis ça, ce sont des rapports qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux le terrain inflammatoire, par exemple, de notre patient. D'accord? Bon, on passe 5 à 6 heures sur ces analyses dans le module 4. Donc je vais bien sûr vous donner une toute petite esquisse. Mais ce qu'on peut voir déjà chez ce patient, de manière très intéressante, c'est ici cet acide gras-là. Ça, c'est l'acide arachidonique. D'accord? Donc ça, c'est l'acide gras typique des produits animaux. D'accord? Des viandes et autres consommations que Guénaël nous a décrit dans son assiette typique. Donc, ensuite, vous avez ici donc, le PA et le DHA, qui sont les deux acides gras principaux à longue chaîne, des poissons gras notamment, qui font aussi peu partie de l'assiette du patient qu'elle a décrit. Ici, vous avez l'acide alpha-linoléique, qui est l'acide gras majoritaire, notamment dans l'huile de lin et dans l'huile de cameline, par exemple. D'accord? Donc, on voit bien, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. J'aurais dû vous expliquer à nouveau, mais la barre noire, c'est le patient, et les barres colorées, là, ce sont les normes santé, d'accord? Là où on devrait se trouver. C'est-à-dire que pour être dans les bonnes normes, il faut se trouver vers le milieu, là, vers le 100%. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, il y a une vraie carence en oméga 3 chez ce patient, et puis il y a un excès d'acide arachidonique très important. Voilà. Ça paraît pas très important l'excès, mais je vous assure qu'à la pratique, ça c'est vraiment beaucoup. D'accord? Donc c'est du coup, un patient qui a un vrai déséquilibre. On tire ici un rapport, vous voyez, AA sur EPA, vous voyez qu'on explose complètement, c'est-à-dire qu'il y a un très fort taux c'est un rapport sur donc cet acide gras-là sur celui-ci, et ça c'est un des meilleurs marqueurs du terrain inflammatoire. D'accord? Donc on est vraiment sur un très gros déséquilibre. Et donc là, ça c'est un bilan absolument génial à présenter aux patients. Au niveau pédagogique, c'est fabuleux. Là, vous arrivez vraiment à motiver les gens. Ils sont assez émerveillés, hein. Bon, un peu effrayés aussi parce qu'on leur dit des choses. Comme je vous dis, c'est un peu, voilà, c'est la boule de cristal quand on voit tout. Et du coup, mais très motivant pour justement amener une vraie réforme de l'assiette des gras et ô combien important dans une prise en charge du surpoids. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais dire là-dessus. C'était à peu près clair parce que du coup on voit, il manque des infos. Là normalement il y a sur le bilan, donc là c'est précisément écrit quel type de famille d'acides gras on a à faire. Voilà, en quelques mots, le bilan d'acide gras rétrocyclé, Pascal. La question, si tu n'as pas assez d'acide palmitique, quel est le problème? Si tu n'as pas assez... Là, effectivement, il est dedans. Mais si par exemple, tu dis qu'effectivement c'est problématique, l'acide palmitique, bien sûr. Mais si par contre tu ben là, en l'occurrence, c'est le cas. Ouais, il est légèrement bas. Ça pose un problème quelque part? Non, pas celui-ci. Par contre, tu as des acides gras, comme par exemple les acides gras saturés, l'acide myristique, il est important, celui-ci par exemple. Donc ça faut en avoir. Il y a certains acides gras, mais l'acide palmitique de mémoire, il n'y a pas grand bénéfice enfin, il n'y a pas grand risque à en avoir pas trop. Voilà. Oui. Est-ce que les résultats peuvent être faussés par un problème d'absorption
Alors c'est des pourcentages, d'accord? Donc c'est des pourcentages qui sont donnés, c'est-à-dire que c'est comment dire, des valeurs qui sont ramenées à 100. Donc c'est pas là-dessus qu'on va avoir véritablement des problèmes d'absorption. Par contre, c'est vrai que si on a des problèmes d'absorption des gras, comment dire, les acides gras oméga 3 qui sont quantitativement moins importants dans l'assiette, il y aura un retentissement plus important. Donc indirectement oui, mais il faut mieux oublier. C'est pas ce type d'infos qu'on va rechercher dans cette analyse-là. On a certaines analyses plus spécifiques où on peut voir l'absorption des gras. En tout cas, c'est possible de voir des incohérences entre si la personne mange 3 fois par semaine du poisson gras et qu'elle a quand même un taux d'oméga 3 assez bas. Oui, ah bah ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. C'est vrai que ça c'est une conclusion qu'on peut avoir, absolument. Ouais. Par exemple. C'est pas forcément que un problème d'absorption, ça peut être aussi un problème de mobilisation, d'intégration cellulaire de ces acides gras et autres. Donc la conclusion, voilà, je fais jamais ce type de conclusion. Enfin, voilà, mais on peut dire quand même que ce type d'analyse, alors c'est pareil, on peut se dire bon bah c'est gentil, mais ça coûte aussi une centaine d'euros. On peut se dire est-ce que c'est intéressant de faire ça, ou est-ce que on n'avait pas suffisamment d'informations avec le monsieur qui mange tous les jours au restaurant, qui a totale absence de poisson gras, totale absence d'huile végétale. Est-ce que c'est bien nécessaire de faire ça? Ben, je vous assure qu'il y a une très grande injustice. Parfois, on a des gens qui mangent justement très mal, qui ont des bilans géniaux. Vraiment, c'est injuste. J'ai envie de lui dire, mais c'est pas possible, quoi, comment on fait. Et puis inversement, quoi. Donc, inversement, moi, j'ai souvenir même d'une amie naturopathe à qui j'avais fait ce bilan. Elle mange parfaitement, c'était super réglé, vraiment, elle sortait de son école de naturo, c'était parfait. Le bilan, cata, quoi. Cata. Donc, voilà, après, il faut chercher des causes, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, ça va dans le sens un petit peu de ce que tu évoques, mais donc c'est une analyse qui a quand même tout son sens, et c'est toujours l'intérêt des analyses fonctionnelles, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas deviner, même en sachant très très bien comment est l'assiette, quoi. Donc, c'est aussi l'intérêt, quoi. Voilà, je repasse. Pour rester sur ce bilan, juste ce qu'on remarque assez souvent aussi, par exemple, en parlant d'injustice, enfin, il y a une explication quand même, il faut la chercher. Mais par exemple, on peut voir l'acide oléique, alors on ne voit pas trop où c'est celui-là, l'acide oléique. On peut le voir comme ici, par exemple, bas, et puis donc on demandera aux patients, il faut que vous mangez plus d'huile d'olive. Mais j'en mange, mais tous les jours, comment vous la consommez? C'est mon huile de cuisson. Ouais. Ah ouais, mais bon, on nous dit tout le temps qu'on peut la cuire, mais finalement, elle tient pas si bien la cuisson. Donc elle va se transformer en acide transélaïdique. Et ça permettra de comprendre que des fois, du coup, là, c'est pas le cas. Hein, mais on peut avoir un acide transélaïdique explosé avec un acide oléique bas chez quelqu'un qui cuisine trop, qui chauffe trop son huile d'olive. Donc c'est intéressant. Puis il y a des acides gras qu'on fabrique dans l'organisme, comme les acides gras saturés, qu'on va fabriquer sous l'effet de l'insuline. Donc des fois, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup de graisses saturées, mais qui en ont beaucoup parce qu'ils ont trop d'insuline. Donc il y a voilà, Bruno a la grande capacité de tirer plein d'informations de ces analyses, donc c'est toujours très intéressant. C'est pas que l'assiette, quoi, même s'il y a une grande partie de l'assiette. Ah, me semble la mal placée. Ouais, mal placée, c'est pas grave. Alors, du coup, après avoir évalué la fonction immuno-inflammatoire, on va évaluer la fonction qui paraît la plus évidente dans le surpoids, la fonction métabolique. Je dirais, on pourrait commencer par là, pourquoi pas, hein, mais n'empêche que ça vaut le coup de repérer les autres dysfonctions. Alors, du coup, dans la fonction métabolique, on va évaluer 3 sous-fonctions. La fonction mitochondriale, c'est vraiment comme la pièce maîtresse du métabolisme, ce sont nos chaudières énergétiques. Hein. C'est vrai qu'on comprend facilement que si on a une mitochondrie qui n'est pas bien activée, qui ne tourne pas beaucoup, on va avoir du mal à brûler nos calories et en faire de l'énergie, donc on peut grossir et être fatigué. On évalue la deuxième sous-fonction, c'est la fonction thyroïdienne. C'est elle qui va même contrôler la mitochondrie, entre autres. Ainsi, la mitochondrie a tout ce qu'il faut pour bien tourner, mais les hormones thyroïdiennes ne sont pas au rendez-vous. Il n'y aura personne pour venir activer les mitochondries, et puis elles vont se mettre au repos. C'est bien connu que les hypothyroïdiens ont tendance à prendre du poids. Malheureusement, la mise en évidence des troubles thyroïdiens est souvent très mal faite. C'est vrai que souvent, le nombre de patients que j'ai, et vous aussi, qui me disent « Maintenant, c'est bon, ma thyroïde a été vérifiée, tout va bien ». On demande l'analyse, c'est juste parce que la TSH est bonne, mais la TSH est un très mauvais marqueur thyroïdien. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais si vous ne savez pas, venez à nos formations. Et puis, troisième sous-fonction, c'est la fonction insulinique. Alors, du coup, ce patient, au niveau mitochondrie, déjà, on sait qu'il fait pas de sport et qu'on sait que
La mitochondrie n'aime ni les déficits ni les excès de sport. Il faut avoir une vie active, ni trop peu. Alors, qu'est-ce que c'est trop peu? On ne rentrera pas dans ce débat, on pourra parler pendant des heures, ça dépend de tellement de choses. En tout cas, il n'en fait pas, donc c'est sûr c'est trop peu. Donc ces mitochondries ne doivent pas être très opérationnelles. Bon, il n'avait pas de problème thyroïdien au niveau de sa clinique. Il y avait vraiment, à part bien sûr son surpoids, mais il n'y avait rien de pertinent sur la fonction thyroïdienne. Par contre, au niveau de la fonction insulinique, au niveau de la clinique, il a tendance à prendre du ventre, il était en surpoids, mais en plus, qu'est-ce qui me fait suspecter en plus que certainement il a trop d'insuline? L'inflammation. Ouais, ça peut être effectivement l'insuline en excès et pro-inflammatoire, mais dans son assiette, il se garde de féculents. Hein. Voilà. Lui, il se dit, mais non, mais je mange qu'une pâtisserie de temps en temps parce que je sais que c'est pas bien d'en prendre tous les jours, mais quand même, il se garde de féculents. Mais parce que c'est souvent les recommandations qu'on nous donne aussi, c'est l'assiette domine, les féculents dominent dans l'assiette. Donc, il n'y a pas grand risque de se tromper qu'effectivement, il y a certainement trop d'insuline. Puis il va vous dire, oui, mais mon médecin m'a dit que j'étais pas diabétique, ma glycémie est bonne. Bon, on sait très bien que bien avant d'arriver à l'état de diabète, il y a un état d'insulinorésistance que Bruno va vous décrire. Et donc, juste pour finir là-dessus, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. On en parle souvent comme étant l'hormone hypoglycémiante parce qu'elle fait rentrer le glucose dans la cellule, mais c'est l'hormone qui transforme le glucide en gras, qui permet le stockage, qui empêche le déstockage. Donc, c'est comme, c'est l'hormone de la prise de poids, quoi. Alors là, tu voulais faire rajouter là du coup? Il faut revenir avant. Ah oui, pardon, j'ai Ouais. été jusque là, excuse-moi. Donc voilà, on a repéré une nouvelle dysfonction. Donc maintenant, il faut encore la contextualiser, la remettre dans le tableau clinique. On avait donc une dysbioputréfaction, une inflammation, une hypochloridrie, et on vient de trouver une insulinorésistance. Enfin, c'est des suppositions pendant le bilan, tant qu'on n'a pas l'analyse, mais on le suppose. Et où est-ce que vous la mettrez, du coup, cette insuline dans mon tableau? Est-ce que vous la mettriez en lien avec quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement à côté, qui n'a rien à voir avec le reste? Tout à fait, très bien. Donc effectivement, l'insuline en excès est pro-inflammatoire. Je ferai la petite flèche après, du coup. Donc on a repéré de l'insuline en excès, donc on cherche les causes. Bon, on a dit il y a un excès de féculents. Il ne bouge pas. Donc ça explique directement cette prise de poids. Il ne faut pas oublier que lui, il vient pour la prise de poids. Donc à la limite, que vous lui parlez de son inflammation et de son hypochloridrie, peut-être qu'il n'en a rien à faire. Hein. Pour parler poliment. Voilà, donc du coup, si on lui dit juste qu'il faut travailler votre système digestif sans recontextualiser dans le motif de sa consultation, il ne va pas écouter ce que vous lui dites. Par contre, si vous mettez en lien toutes les dysfonctions que vous avez repérées avec son motif de consultation, là, vous allez l'inviter vraiment à changer ses habitudes. Donc effectivement, son inactivité, son insuline sont les causes de son surpoids, son hyperinsulinisme. Et on fait un lien, effectivement, parce que l'excès d'insuline est pro-inflammatoire pour plein de raisons. Plein de raisons. Ça active les cascades d'inflammatoires, ça fait fabriquer un gras qui se transforme le tissu adipeux qui se transforme en glande endocrine pro-inflammatoire. Et l'inflammation, à son tour, va augmenter l'insuline. Donc il y a un véritable cercle vicieux qui s'installe entre hyperinsulinisme et inflammation. Ah, il faut revenir. Non, c'est bon, je pense. T'as remis la diapo après ? Ah non, je vais pas revenir, je vais commencer par ça. Donc là, ce qu'on va chercher à mettre en évidence chez ce patient, comme disait Denis à l'instant, c'est que lui, j'ai demandé à mon médecin, on a fait toutes les analyses, on a fait la glycémie, tout va bien. Et donc lui, on suspecte ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, justement, c'est-à-dire que une des causes de sa difficulté de perdre du poids, bien que lui, il n'a pas pour l'instant beaucoup essayé, mais du coup, il pourrait être, ces cellules, notamment musculaires et hépatiques, peuvent présenter ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est quoi une résistance à l'insuline? Ça, c'est une petite slide pour vous expliquer assez succinctement. Pareil, ça c'est des choses qu'on développe largement, mais en gros, l'insuline, elle a son récepteur sur les cellules, et puis enfin, c'est pas vraiment elle active, mais elle fait venir à la surface des cellules des transporteurs de glucose, d'accord? Et donc le glucose, sous l'influence de l'insuline, va rentrer dans la cellule. C'est ça la physiologie normale de la réponse à l'insuline. Lorsqu'on est résistant à l'insuline, ça veut dire que le message de l'insuline n'est plus bien entendu. Pour différentes raisons assez complexes, le glucose n'arrive plus à rentrer dans la cellule, notamment hépatique ou musculaire. Il est donc plus important dans l'espace extracellulaire, notamment sanguin. La glycémie augmente et c'est ça qui permet déjà de
repérer cette résistance à l'insuline. Sauf que, en fait, il y a différents degrés. Alors là, je remonte en arrière, excusez-moi. Voilà, donc, ça c'est la situation. Donc, c'est une slide, accrochez-vous, c'est un petit peu. Voilà, il faut bien suivre, là, ce là c'est pas évident. C'est les différents stades, d'accord, d'évolution, justement, de cette résistance à l'insuline, d'accord, qui va jusqu'à voir l'apparition d'un diabète. Je parle ici d'un diabète de type 2. Hein. On n'est pas sur un diabète auto-immun du jeune, mais sur un diabète de la maturité de notre homme là qui a 49 ans, sur lequel justement la résistance à l'insuline peut s'installer. Donc au début, on est dans la première phase. Ici, la glycémie et l'insuline sont normales. Tout va bien. Vous voyez que là c'est la glycémie en bleu. Là, vous avez l'insuline en jaune. Et puis, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc, l'incapacité qu'a le glucose à rentrer dans la cellule qui va se développer petit à petit. Alors, il faut expliquer que cette résistance à l'insuline, justement, elle se développe par différents mécanismes, notamment l'inflammation, certaines carences, etc. Donc c'est un mécanisme physiopathologique qui s'installe de par le mode de vie de la personne. Ça, c'est donc le deuxième stade ici. La glycémie est normale. Et vous voyez, la glycémie reste normale. C'est là, typiquement, la situation où le médecin va dire bah, là, tout va bien, la glycémie reste à peu près normale, elle peut monter à 1,02 g par litre. Bon, c'est un petit peu haut, mais c'est quand même vraiment pas grave. Par contre, quand on commence à regarder l'insuline, elle monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pancréas, vous savez, c'est le pancréas qui sécrète l'insuline, lui, il cravache. Lui, il cravache, c'est-à-dire il y va à fond parce qu'il faut... Vous savez que le glucose, c'est extrêmement dangereux. Hein. Le glucose, c'est comme l'oxygène, quoi. Hein. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein. C'est-à-dire que c'est hyper nécessaire pour notre métabolisme. Enfin, on ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, c'est hyper dangereux si ce n'est pas dans des normes extrêmement strictes au niveau de la circulation sanguine. Hein. Donc la fourchette de variation du glucose est extrêmement régulée. D'accord ? Donc à partir de 1,02, 1,03, déjà, pour moi, quand je vois ça sur une analyse, je me dis, oh là, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Alors, la plupart du temps, ça c'est un petit peu ignoré. Donc là, vous voyez que le pancréas, lui, cravache, c'est-à-dire il sécrète de l'insuline parce que le message d'insuline n'est pas entendu. Donc il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus, pour essayer de faire rentrer ce glucose. Donc, en fait, le taux de glucose qui reste correct, c'est un faux semblant. C'est-à-dire que vraiment, derrière, il y a un processus métabolique qui est anormal, qui s'est mis en route, pour justement maintenir ce glucose absolument dans les normes physiologiques, d'accord? Mais derrière, c'est vraiment, il y a un vrai déséquilibre qui s'est installé. Donc, l'insulinorésistance suit la courbe, hein, justement, de cette évolution de l'insuline qui augmente, d'accord? C'est vraiment en parallèle, quoi. Troisième étape, là, l'insuline, la glycémie commence vraiment à augmenter, donc l'insulinorésistance commence à être franche, et donc, en fait, c'est une évolution, hein, il n'y a pas vraiment de différence ici, sauf que l'insulinorésistance est de plus en plus forte, et du coup, l'insuline augmente de plus en plus. Et puis, dernière étape, là, c'est la chute, c'est-à-dire qu'à force d'avoir tiré ce pancréas, il n'arrive plus à fabriquer d'insuline. Et donc, le diabète s'installe, et on devient insulinodépendant à partir d'un certain stade. Vous savez qu'avec les antidiabétiques oraux, le médecin arrive à travailler sur cette insulinorésistance, mais au bout d'un moment il n'y arrive plus et donc on passe à l'insuline. Donc l'idée, nous, ce qu'on va faire dans la démarche fonctionnelle, c'est d'essayer d'anticiper et de voir un peu ce qui se passe très précocement. Donc chez ce patient-là, du coup, on peut faire un dosage de la glycémie et de l'insuline et calculer à partir de là un index qu'on appelle le HOMA. Alors ça, c'est un truc génial. Vraiment, dès que... C'est pareil, c'est des analyses. Dès que vous voyez quelqu'un avec un surpoids, proposez ça. Parce que c'est vraiment... Ça va vous donner une argumentation aussi. Déjà, voir un petit peu l'état de l'insulinorésistance. Un argumentaire pour justement motiver le patient, notamment celui-ci, ça va être parfait pour le motiver dans sa restriction l'apport de féculents, voilà, d'apport de glucides, etc. Parce que vous voyez que, alors en deux mots, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous on se situe dans ce travail-là. C'est-à-dire on va essayer de repérer des glycémies, vous voyez, qui se situent entre même un petit peu avant, mais vous voyez là sa glycémie est à 0,7, vous voyez, enfin 1,7 g, pardon. 1,07 g, pardon.
Donc du coup, ça c'est une glycémie qui passe complètement inaperçue hein, en médecine générale. Globalement, hein, il y a des médecins qui vont s'alerter, mais globalement ça peut passer assez inaperçu. Et vous voyez que son insuline est très fort. Très fort, pardon. Et donc à partir de là, on calcule un index qui s'appelle l'index OMA, qui est une formule calculée à partir de la glycémie et de l'insuline. Et donc pour qu'il soit dans les normes, cet index doit être inférieur à 2,4, 2,5. Voilà, d'accord ? Et donc vous voyez que là, il est très largement augmenté, ce qui est vraiment la signature d'une résistance à l'insuline. Donc on est, vous voyez, au niveau de la glycémie, on se situe vraiment dans des fourchettes qui normalement ne sont pas graves, mais là on a vraiment un processus métabolique qui est enclenché, qui va aboutir à un moment donné à un prédiabète si on ne fait rien, d'accord ? Donc le prédiabète, par définition, ça c'est vraiment la définition médicale, c'est à partir de 1,10 g par litre, et le diabète c'est 1,26, d'accord ? Vous voyez que nous on a vraiment repéré, à partir de cette analyse qui coûte vraiment rien, hein, ça coûte 18 € je crois, donc vraiment pas cher, on a mis en évidence un problème métabolique très important, on va pouvoir motiver du coup à une certaine prise en charge. Et puis ça nous donne une idée, là c'est une vraie belle insulinorésistance par exemple. C'est assez intéressant. Donc ça nous donne une idée aussi de la profondeur du problème, quoi, hein, ou à quel degré il s'est installé. Excusez-moi. Oui. Le médecin, quand il voit une glycémie limite, il ne demande pas une... Alors ce test, loin de moi l'idée d'incriminer les médecins, ils ont Non, mais... beaucoup de travail, mais alors, ce que je voudrais dire justement, c'est une très bonne question, parce que on va dire que c'est une analyse qui est peu connue. Alors, souvent les médecins en ont entendu parler. Dominique, tu me confirmeras ça. Mais moi j'en prescris, je voudrais, presque tous les jours. Oui, bah oui, mais toi, tu es très particulier. Je suis seul dans ma ville à prescrire ça, je suis pas en médecin. Oui, c'est Et ça. en plus, quand on va au labo, c'est dérangeant parce que les filles ne savent pas qu'il faut beaucoup Ouais. C'est dérangeant. D'accord, ouais. ok. Bah, bon, après, peu de médecins le connaissent. Après, je dirais, c'est vrai, les diabétologues connaissent quand même. Hein, ils connaissent le HOMA, voilà, ils savent ce que c'est, ils vont vous dire que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, chacun son job, quoi. Ils ont tellement de travail à faire sur la pathologie quand elle est installée. Ils voient tellement des cas voilà, très installés sur lesquels la situation de diabète est là, donc on ne s'occupe plus de ça. Donc à quoi ça sert pour eux? Ouais, franchement, moi, c'est pas que je les comprends, mais d'un certain point de vue aussi, ils ne sont pas formés à de la médecine de prévention. Voilà, point. Donc cette analyse-là est une analyse de prévention, complètement, d'accord? Donc pour eux, ça ne sert à rien. Donc quelque chose qui ne sert à rien, on l'a entendu une fois, on sait vaguement peut-être que ça peut être intéressant, puis on l'a oublié, quoi. Parce que finalement, dans les congrès, tout ça, dans le congrès dans le diabéto, je pense que jamais personne ne parle de ça, quoi. Il faudrait vérifier, mais je ne pense pas trop me tromper. Voilà, donc on est vraiment typiquement dans une analyse qui est vraiment très intéressante dans la démarche fonctionnelle. Voilà. Et du coup, régulièrement, on voit, parce que là, on a montré un exemple où l'insuline à jeun dépasse les normes des labos. Alors déjà, vous savez, les normes des labos, ce n'est pas des normes santé, attention. Mais très souvent, on a une insuline à jeun qui reste dans la norme du labo, qui ne s'allume pas. Hein. Donc d'où l'importance de faire ce rapport HOMA, qui lui va s'allumer bien avant que l'insuline s'élève. Là, c'est vrai que là, elle est bien cognée. Hein. Alors, du coup, on avance toujours dans notre bilan clinique. Donc, normalement, on fait ça pendant une consultation. Donc, n'oubliez pas qu'il faut vraiment tenir votre consultation et pas vous laisser déborder par le patient. Parce qu'il y a des patients, quand vous leur posez une question, ils vont mettre 10 minutes à répondre. Ça, c'est un vrai problème. Quand on sait qu'on a peut-être 50 questions à poser, quand on compte le timing, on a autre chose à faire de la journée. Donc, vraiment, moi, j'ai tendance à... Déjà, souvent, le patient fait « Est-ce que vous avez, je sais pas... on va reprendre des irritations, des rots. Est-ce que vous rotez? L'autre jour, quand j'étais chez ma grand-mère, j'ai mangé. Non, c'est bon. Mais je ne vous ai pas expliqué. Non, mais si on a besoin de réfléchir, c'est que c'est pas pertinent comme information. Les choses, je sais pas, quand on a des gaz odorants, on le sait. Ou notre compagnon, on le sait. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est une information qui vient spontanément, rapidement, qui est vraiment gênante au quotidien. C'est l'information la plus pertinente, parce qu'on peut tous avoir eu tous les signes cliniques possibles et imaginables un jour ou l'autre. Donc essayons de... Je dis toujours aux patients, si vous hésitez, je mets non. Et je vous explique pourquoi. Il faut que ça aille vite. Il faut bien lui faire comprendre que c'est pas par impolitesse, c'est pas que ça vous intéresse pas, c'est que ça va vous noyer dans l'information, que vous n'allez pas réussir à en tirer les informations pertinentes. Et donc, ce bilan clinique qu'on fait dans la première séance,
ce sont les fondamentaux, c'est la fondation d'une maison. Si on ne pose pas bien les fondations, on n'arrivera jamais à faire une bonne prise en charge. Donc il faut vraiment que ce soit vous, en tant que thérapeute, soyez vous, en tant que thérapeute, qui domine la consultation. Il ne faut pas se laisser dépasser, déborder. Alors du coup, après, on va évaluer les fonctions neuropsychiques, et là, c'est un gros paquet, les fonctions neuropsychiques. On va évaluer déjà les biorhythmes, hyper importants. Je pense que s'il y a quelque chose à évaluer dans les fonctions neuropsychiques, c'est vraiment les biorhythmes. Est-ce que mon patient a des biorhythmes réguliers, en adéquation avec ses propres biorhythmes? Vous savez, les gens qui font du 3-8, qui travaillent la nuit, qui ne respectent pas leur chronotype, ils ont plus de surpoids, d'obésité, de cancer, de dépression, d'hypertension artérielle, enfin, on est bien informé là-dessus. Et effectivement, il y a ce couple cortisol-mélatonine qui sont à la base même de nos biorhythmes, qui sont vraiment des fonctions fondamentales. Donc on a tout un questionnaire pour évaluer les biorhythmes, pour évaluer la synthèse de cortisol, évaluer la synthèse de mélatonine par la clinique. On va évaluer les neurotransmetteurs, la dopamine, sérotonine, noradrénaline. On va évaluer la neuroinflammation. Enfin bref, je ne vais pas passer des détails, mais c'est un gros chapitre. Et donc, qu'est-ce qui ressort chez ce monsieur? Alors moi, ce que j'aime bien toujours poser comme question au début, c'est est-ce que vous êtes stressé, anxieux? C'est un peu abstrait souvent. Et surtout, ce que je pose, c'est... Parce que généralement, c'est oui quand même. Sinon, on les a pas dans mon cabinet. Et alors, quand c'est non, des fois, c'est presque inquiétant. Dans le monde d'aujourd'hui, ne pas être stressé, souvent, c'est intériorisé. Et là, tu vois qu'il y a plein d'autres dysfonctions qui peuvent peut-être venir de là. Donc, du coup, souvent, ce que j'aime bien poser comme question, c'est comment est-ce que vous identifiez votre stress? Comment est-ce que ça se manifeste sur votre organisme? Quelle réaction vous avez? Comment est-ce que vous savez d'être stressé? Et là, vous avez vraiment des réponses spontanées très intéressantes. Vous aurez des patients qui vont vous dire je tachycarde, j'ai chaud, je transpire, je rougis. D'ailleurs, vous voyez des fois les décolletés qui sont tout rouges. Là. Thierry va mettre ça dans les péricardes. Et effectivement, c'est des gens qui ont trop d'adrénaline. Et donc, vous aurez déjà des éléments super intéressants. Vous saurez dans votre traitement que vous aurez besoin de calmer un peu ce système nerveux orthoparassympathique, enfin le rééquilibrer et donc diminuer plutôt l'adrénaline. Des personnes vont vous dire oh, je rumine, je dors pas de la nuit. Sérotonine, mélatonine. D'autres vont vous dire bah, j'ai des troubles digestifs, ça peut ramener aussi au nerf vague. Enfin bref, c'est des informations qui vont venir spontanément, qui vont être très intéressantes. Et lui, spontanément, il dit bah, ça se manifeste justement par une irritabilité, des ruminations, difficultés d'endormissement, et puis bah, c'est là que je craque tout le temps pour manger du sucre en fin de journée. Donc là, c'est clair, ça vous évoque un déficit de sérotonine. Voilà. Et donc, on recontextualise, on a repéré une nouvelle dysfonction, on avait déjà pas mal, on avait déjà relié des choses avec son surpoids, et maintenant, on a encore une nouvelle dysfonction. Ah, j'ai avancé un peu vite, je pense. Non, c'est bon. Ouais. Voilà, on a du déficit de sérotonine. Et donc, est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce que son déficit de sérotonine peut être lié à une dysfonction déjà repérée, d'après vous? La dysbiose. Tout à fait. Très bien. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup procéder comme ça. À chaque fois, j'ai mon ordinateur où je marque tous les recueils de données, les plaintes. Et j'ai ma petite feuille papier à côté où je marque les dysfonctions. Et donc, après la consultation où j'ai plein de dysfonctions marquées, j'essaye de faire du lien. Et du coup, ça construit des petits graphiques de ce type-là, plus ou moins complexes, plus ou moins complets. Et ça permet de faire vraiment du lien. Et pour le patient, il se rend compte qu'on l'a pris dans sa globalité, qu'on l'a vraiment écouté et qu'on a fait du lien. Et ça le motive énormément pour son traitement. Donc effectivement, on sait qu'une dysbiose de putréfaction aura tendance à détourner les précurseurs de la sérotonine. Ça, c'est un peu vrai, mais pas archi vrai. Parce que normalement, le microbiote, il est quand même dans le côlon. Et que le précurseur de la sérotonine, le tryptophane, il est quand même absorbé dans le grêle. Donc c'est pas archi faux, mais c'est loin d'être archi vrai quand même. Par contre, l'inflammation, oui, l'inflammation, qu'elle soit digestive ou périphérique, détourne le tryptophane ou vers des voies neuroexcitatrices en plus, donc qui vont plutôt rendre anxieux. Ou alors même au niveau du tube digestif, le tryptophane va être utilisé par des cellules dans l'intestin, les cellules entérochromaphines, pour en faire de la sérotonine, mais digestive. Et cette sérotonine digestive, elle ne rentre en aucun cas dans le cerveau. Hein, souvent, quand on voit des émissions sur le microbiote, on dit
l'axe intestin-cerveau, la meilleure preuve, c'est que l'intestin, il fabrique les mêmes molécules que le cerveau. Par exemple, la sérotonine, c'est tout le temps l'exemple qui est donné. Beaucoup plus d'ailleurs, ils disent souvent. Mais en beaucoup fait, plus. Oui, mais c'est quoi le rapport? Ouais, c'est quoi le rapport? En aucun cas, une synthèse de sérotonine intestinale va rentrer dans le cerveau, mais le rapport, ça peut être plutôt via l'inflammation. En cas d'inflammation, on détourne le tryptophane Mais pour fabriquer la sérotonine. Par rapport à son assiette, il ne intestinale. va pas fabriquer beaucoup de sérotonine. Parce Comment? qu'il ne va pas fabriquer beaucoup de sérotonine par rapport à son assiette, parce que tryptophane, par rapport à d'autres acides aminés qui sont présents dans la viande, qui est toujours dans sa alimentation, ils sont statistiquement plus présents que tryptophane, donc il n'a même pas possibilité de passer par statistiquement. Ouais, ça c'est une autre explication du coup qui est indépendante de l'intestin, mais effectivement, c'est dans les autres causes de baisse de sérotonine, parce que du coup, effectivement, on cherche les causes du déficit de sérotonine. On a dit que la dysbiose pouvait influencer un peu, l'inflammation beaucoup, mais il y a d'autres problèmes, effectivement. Comme vous dites, la viande, notamment le soir, qui va apporter beaucoup d'acides aminés compétiteurs au tryptophane, les acides aminés branchés. Effectivement, on sait quand on mange de la viande le soir, on va moins bien dormir parce qu'on fabriquera moins de mélatonine, parce que la mélatonine est fabriquée à partir de la sérotonine. Et si je mange des viandes le soir avec beaucoup d'acides aminés compétiteurs ou précurseurs de la sérotonine, eh bien je ne pourrai pas faire rentrer ce tryptophane dans le cerveau. Mais du coup, c'est indépendant de l'axe intestin-cerveau, si on veut quoi. Donc voilà, on a trouvé des causes les causes. Et puis, ouais, c'est tout. Ouais. Et puis après, on sait que la sérotonine, quand on en manque, on va être plus vulnérable au stress. Et d'ailleurs, du coup, on fait un lien avec le stress en tant que cause d'hypochlorhydrie, parce que vous vous rappelez l'hypochlorhydrie. Donc, on avait dit qu'il y avait certainement des causes d'hypochlorhydrie. On n'avait pas trouvé d'hypothyroïdie, parce que l'hypothyroïdie est une cause d'hypochlorhydrie. Mais par contre, c'est peut-être simplement son stress qui peut être suffisant pour entraîner cette hypochlorhydrie. Donc vous voyez, on a tout mis en lien, on a fait un maximum de liens. Quand on fait le bilan, du coup, ou quand on enseigne, on est obligé de cloisonner l'enseignement ou cloisonner notre bilan. Sinon, ça part dans tous les sens. On est obligé de se structurer un petit peu. Donc on cloisonne dans un premier temps par fonction microbiotale, détox, immuno-inflammatoire, métabolique, neuropsychique. Mais après, il faut réussir à décloisonner un petit peu tout ça et faire du lien. Et contextualiser. Donc on cloisonne, on décloisonne, on contextualise. Donc ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que du coup, vous voyez ici, on a entouré les fonctions, les dysfonctions digestives et écosystème intestinal, qui vont entraîner des dysfonctions immuno-inflammatoires, qui vont entraîner des dysfonctions métaboliques. Et puis on a aussi des fonctions neuropsychiques qui sont toutes un peu imbriquées les unes dans les autres. Donc finalement, tout est lié. On a cloisonné, mais on se rend compte qu'on ne peut pas rester sur une vision cloisonnée, c'est pas possible. Et puis n'oublions pas de contextualiser. Le patient vient pour du surpoids, sa motif c'est de perdre du poids. Il faut vraiment lui expliquer que tout ceci permet d'expliquer son surpoids. C'est important de le motiver par ce biais. Donc du coup là, en fait en gris j'ai mis les causes, du coup, les causes et les dysfonctions, et puis la prise en charge va découler de ces causes tout simplement. On a fait tout le travail quand on a ça. Quand on a fait ça, c'est pour ça que c'est vraiment la partie la plus importante de nos consultations. Maintenant, il suffira simplement de dérouler un petit peu le fil et puis de traiter l'origine des problèmes. Donc ça va arriver on va devoir prendre en charge sa dysbiose. Alors, on connaît plein de façons de traiter en charge une dysbiose. Des fois, on peut donner des huiles essentielles très fortes, mais là, il mange tellement mal. Voilà, tout à fait, la mastication en premier lieu, peut-être que ça peut suffire. Je me rappelle quand même d'un patient qui était venu, non, c'est sa compagne qui me l'avait emmené. Motif de consultation, les gaz odorants. Et puis il me dit, mais je vois pas où est le problème. Puis sa femme, les 2 premières années de vie, vous savez, les hormones de l'amour, de la passion, elle ne sentait pas. Enfin, elle acceptait, elle devait sentir, mais elle devait les accepter. Et au bout de 2 ans, ça est devenu insupportable. Et donc je fais sa consultation, et puis lui il est persuadé que c'était normal, parce qu'il a toujours eu des gaz odorants, et sa mère a toujours eu des gaz odorants. Donc il s'était persuadé tous les deux que c'était vraiment quelque chose de tout à fait normal. Et donc j'interroge, il faisait pas trop d'erreurs alimentaires, il n'était pas stressé, c'était assez suspect, donc je lui demande qu'est-ce que vous buvez à table. Il détestait l'eau plate, il buvait que de l'eau pétillante à tous les repas depuis tout petit, et sa mère aussi. Je lui ai dit, écoutez, je vous donne un seul conseil.
Si ça marche pas, je vous ferai revenir, vous ne paierez pas. Arrêtez l'eau gazeuse. Et puis sa compagne m'a dit oh, merci. Donc effectivement, des fois, un tout petit truc suffit. Donc c'est pas toujours la peine de balancer des huiles essentielles très fortes. Des fois c'est super, mais parfois c'est pas nécessaire. Et là, son assiette elle est loin d'être parfaite. Donc je pense qu'on peut se donner le droit d'essayer sans traiter. Et puis on verra plus tard peut-être. Mais en tout cas, ouais, bien mastiquer, c'est le plus important effectivement. Diminuer la viande et on profite pour enlever la viande le soir parce que celle-là a été co-responsable du manque de sérotonine. On va augmenter bien sûr les apports de fibres pour nourrir le bon microbiote qui va lutter contre le mauvais microbiote, enfin contre le microbiote de putréfaction. Et il faut aussi quand même prendre en charge l'hypochloridrie, c'est-à-dire prendre en charge la cause de l'hypochloridrie, c'est-à-dire prendre en charge le stress. On verra tout à l'heure comment. Donc si jamais c'est insuffisant, on sera assez tôt pour proposer un traitement plus en profondeur, mais en première intention, je ne l'ai pas fait. Après, il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire les choses, bien sûr. Hein, c'est une proposition, il y a plein de façons de traiter. Il faut prendre en charge ce stress. Donc pour ça, le magnésium, là par contre, c'est un peu un incontournable, mais on aurait pu dire, bon, en même temps, il n'en mangeait pas beaucoup. Évidemment qu'on va mettre des aliments riches en magnésium, hein, c'est sûr, je ne l'ai pas marqué, mais des oléagineux, des légumes verts, des poissons gras, on met des aliments riches en magnésium, mais on sait que ça ne suffira pas. Donc là, on lui en donne directement un bien toléré, à une dose qu'on va évaluer en fonction de son niveau de stress. Bon, pour un monsieur comme ça, on peut peut-être mettre au démarrage 400-500 mg par jour en plusieurs prises. On va l'inviter à faire de la cohérence cardiaque. Et on va insister, on va passer un petit peu de temps pour lui expliquer, c'est magique, mastication et cohérence cardiaque. Rien que ça. Ça peut tout changer. Les choses, des fois, les plus simples sont les plus efficaces. Le problème, c'est que c'est peut-être les deux choses qui ne fera pas. Ça prend du temps. Et ça coûte rien. Des fois, payer quelque chose, c'est les applications plus chères, payantes, peut-être que ça marcherait mieux. Et donc, on a quand même cette sérotonine déficitaire qui nous rend plus vulnérables au stress, donc il faudra aussi la prendre en charge. Et là, on va déjà arrêter les viandes le soir. En traitant le microbiote, ça va déjà aussi traiter, il faudra traiter l'inflammation aussi après, parce que c'est aussi un responsable du manque de sérotonine. Et là, j'avais proposé du griffonia, une plante qui est précurseur, qui contient le précurseur de la sérotonine. On peut parfois mettre du tryptophane en complément alimentaire, qui est le précurseur plus indirect de la sérotonine. Et pourquoi là je ne l'ai pas fait? C'est pas qu'il soit absorbé par la médecine. Ouais, avec son microbiote, son inflammation, ça aurait été un échec. Et il aurait été détourné. Ouais, alors du coup, le 5-HTP, on peut le mettre à 17h. Tu peux même le mettre un petit peu avant si tu veux, le reprendre un peu le soir, tout à fait. Donc, le 5-HTP, c'est ce qu'il y a dans le griffonia. C'est le précurseur plus direct de la sérotonine. Et puis il faut aussi prendre en charge son hyperinsulinisme qui est directement responsable de son surpoids, bien qu'il y a d'autres choses qui sont responsables de l'hyperinsulinisme. Hein. Donc on va l'inviter à prendre une alimentation à charge glycémique basse. Alors ça, je pense que vous savez tous un petit peu ce que c'est. Si c'est pas clair pour vous, vous pouvez regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube Micronutrition en capsule qui explique ça longuement, hein, parce que c'est vrai que les gens savent qu'il ne faut pas manger trop sucré, mais souvent ils se gavent de pain, de pâtes, de riz, et même si c'est du complet, si c'est trop, c'est trop. Parce que souvent on dit attention, il faut prendre du complet. Ouais, mais si ça domine l'assiette, ça reste trop quand on est sédentaire, hein, beaucoup trop. Et puis on va aussi utiliser des stratégies pour faire descendre la charge glycémique de l'assiette, rajouter du gras. Et là, quand on vient pour perdre du poids, on se dit mais ça va pas. 1 gramme de graisse, 9 kilocalories, puis je lui dis je suis trop gras, elle me donne du gras. Mais effectivement, ça va baisser l'insuline. On peut ne pas trop cuire les féculents, ne pas trop broyer. Enfin bref, il y a plein de stratégies comme ça pour baisser la charge glycémique de l'assiette. On va bien sûr l'inviter à bouger. Moi, j'ai pas le temps. J'adore le moi. Moi, j'ai pas le temps. Sous-entendu, faut que ça à faire. Donc on peut aussi lui parler peut-être du fractionné à haute intensité qui est fait rapidement. Mais en tout cas, c'est vrai que on n'est pas fait pour être sédentaire. C'est un vrai problème. Éventuellement, si ce n'est pas suffisant, bien qu'encore une fois, on peut se permettre de dire qu'on fait les changements alimentaires et l'activité physique, vu que ça justifie son mode alimentaire, son activité physique justifie son hyperinsulinisme, toutefois, si ce n'est pas suffisant, on pourrait l'aider avec de la berbérine, par exemple, qui effectivement favorise... Pour l'analyse qu'on a faite, lui, je ne sais pas mal. Ouais, lui, avec 6,6, on peut l'aider, même ça va le motiver, ça y aura des résultats plus rapides. Mais en lui expliquant bien que s'il continue à manger comme il fait et qu'il ne bouge pas, on n'est pas des magiciens.
Et la berbérine non plus. La berbérine va favoriser la sensibilité à l'insuline, c'est un peu la metformine naturelle si on veut. Il faudra aussi donner des conseils pour prendre en charge son terrain inflammatoire. Donc manger plus d'oméga 3, on peut lui recommander 300 grammes de poisson gras par semaine, les petits pour pas qu'ils soient pollués, donc sardines, maquereaux, anchois, harengs. Baisser ses oméga 6, il n'y a pas besoin de viande matin, midi, soir. Déjà on aura envie le soir. Le matin, garder des protéines, c'est très bien. Le fromage aussi le soir. Ouais. Et yaourt plus fromage le soir, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça se voit qu'il n'y a pas de madame à la maison. Qui... Donc effectivement, il faudra baisser ses produits laitiers. Hein. Même en eux-mêmes, en plus, qui sont acidifiants, tout ça aussi, on aurait pu en parler. Hein. Donc voilà, il faudra vraiment revoir cet équilibre. Une assiette riche en antioxydants, on va lui expliquer où on les trouve. Une assiette colorée, riche en polyphénol, du thé vert, du gingembre, du curcuma, enfin redonner de la couleur en son assiette, des produits de saison, du bio, etc. Juste par rapport au bilan qu'on a vu sur les gras, lui, l'assiette des gras ne suffira pas, quoi. Enfin, si on veut travailler relativement rapidement, et même de manière, vu le niveau de carence qu'il avait en oméga 3, vous vous souvenez, hein, c'était vraiment très très bas, lui on le supplémentera, quoi. On pourra pas, surtout que ça va prendre un peu de temps quand même, hein. Faut pas, c'est quelqu'un qui est comme ça, pour moi qui a une motivation tonnerre, mais ça va prendre un peu de temps à ce qu'il mette de l'huile de lin dans son assiette, etc. Donc là, une supplémentation s'impose. Donc là, l'intérêt du bilan, aussi, la profondeur de la carence, quel type de carence il a. Donc on peut en effet donner des huiles de poisson. Hein. Ouais. Donc on prendra le soir pour que ça intègre la membrane cellulaire. Baisser l'insuline, je l'ai remis, même si on a déjà parlé, mais comme ça lui permet de se rendre compte que ça aura un double effet de baisser l'insuline. Et prendre en charge la dysbiose, même si on a déjà parlé de la prise en charge, c'est juste pour lui un but éducatif, d'explication. C'est important que les patients comprennent. Hein. C'est pas des moutons. Moi, je me rappelle d'avoir eu un patient qui, j'avais commencé à lui expliquer, comme je fais toujours, il me dit, je veux pas d'explication, je me dis ce que je dois faire et pas faire. Prendre la porte, parce que vous ne faites rien. Lui, il avait un gros manque de sérotonine. Et puis, un vitamine D indispensable. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Tu aurais pu aussi parler de l'aromatase éventuellement. Parce que s'il a du de graisse, ouais. Tout à fait. Après, ça c'est quelque chose que j'utilise souvent quand il résiste. Parce qu'en fait, effectivement, quand on a trop d'insuline, on stimule l'aromatase, qui est l'enzyme qui nous fait fabriquer des oestrogènes. Pour un homme qui veut sa virilité, effectivement, ça ne plaît pas. Mais je ne fais pas en première intention ça, parce que c'est violent. Mais quand j'ai eu des hommes qui résistaient à cette prise en... Parce que je leur dis, c'est très bien de perdre votre ventre, c'est dangereux, le ventre c'est inflammatoire. Il y en a qui n'en ont rien à kicker. Lui il vient pour ça, donc il va le faire. Mais quand je vois deuxième, troisième séance, il n'a pas fait d'effort, je lui parle de son aromatase et je lui dis, vous savez, avec l'insuline, vous faites des oestrogènes et vous baissez votre testostérone. Puis vous pouvez avoir des pertes d'érection, une moins bonne libido. Et là, tout de suite, ça déclenche tout. La fois d'après, il a perdu son ventre. Mais c'est vrai que ça peut être un argument si... L'érection matinale, c'est comment Voilà, c'est vrai que ça peut être un déclencheur. Mais lui, il venait pour perdre du poids, donc il sera directement motivé par ce motif. Donc voilà pour... Vous avez quelques questions avant qu'on passe à la suite? Il y a une question. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait de responsabiliser le patient, de bien l'expliquer. Moi, j'adore expliquer, parce que j'adore ce que je fais. Et parfois, je le regarde, le patient. Et récemment, il y a une patiente qui me regardait, je sais qu'elle j'avais perdu. Alors après, peut-être que je vais venir dans les explications. Mais j'ai fait des essais où j'étais beaucoup plus... on va chez, par exemple, en médecine G, où il y a 10 minutes, qui nous fait une ordonnance. Alors j'ai pas fait ça, par contre j'ai fait mon bilan, et j'ai pris le temps. Mais après j'ai dit, bon voilà, j'ai juste fait des liens, c'est-à-dire, vous avez, selon moi, il y a ça comme piste. Et donc, je vous propose de faire ça. Mais j'ai pas trop expliqué, et je trouve par exemple ça allait mieux fonctionner. Alors du coup, comment vous vous en sortez en consultation? Vraiment, vous expliquez tous les liens. Par exemple, le tableau synthétique, c'est exactement le discours que vous avez sur le graphique. Ouais. Moi, je me base beaucoup sur ce graphique parce que alors, je m'empêche d'expliquer à chaque recueil d'informations parce qu'à chaque fois que je repère une discours, j'ai envie de dire ah, mais ça peut expliquer ça, qui explique ça, et puis là, la consultation, elle peut durer 3 heures. Donc maintenant, je m'oblige à fermer la bouche jusqu'à la fin du bilan
Et donc à la fin du bilan, je fais mon petit graphique. On n'est pas obligé de le faire, moi j'aime bien faire comme ça. Et je lui explique à part de ce graphique. Et je trouve que du coup, en expliquant simplement, vraiment, presque comme si on parlait presque à un enfant finalement. Et ça les motive vraiment. Et tu vois que leurs yeux qui s'éclairent et ils disent oh, mais c'est ce que j'ai toujours su qu'il y avait un lien. Ils sont contents parce qu'on les a écoutés, on les a pris en charge dans la globalité et ils sont hyper motivés. Et ça, moi j'adore faire comme ça. Et du coup, vous avez un petit visuel qui est votre graphique que vous avez construit. Ouais, c'est tout brouillon. Je sais pas, ils doivent réussir à lire, mais des fois, elles me disent je peux le prendre en photo, je peux le prendre avec moi, bah allez-y. Après, ils vont voir leur mari ou leur femme, ils vont dire c'était génial, il m'a tout expliqué. J'ai rien retenu. C'était logique. Bah, si on ne sont pas retenus, c'est pas grave, ils ont su qu'il y avait une logique. Alors moi je fais pas du tout comme ça. Je pense que les gens de Bretagne ont un QI plus élevé ici que les Parisiens parce que moi je pense pas que mes patients. Enfin, c'est vrai que ça m'a toujours surpris que tu fasses comme ça, mais visiblement ça marche bien. Moi je fais pas comme ça du tout. Ma première consultation, j'explique pas grand chose. Voilà, si j'explique l'intérêt des analyses que je vais faire, ça beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un coût. Moi j'ai une consultation un peu biaisée, on me consulte pour ça, vraiment parce que je suis connu dans ce domaine un peu sur la spécificité sur les analyses, donc on me consulte avec cet arrière-plan derrière, quoi. Donc du coup, mais malgré tout, c'est quand même des analyses coûteuses parfois, donc il faut expliquer. Moi, je respecte beaucoup le porte-monnaie de mes patients, j'essaie vraiment de le respecter, et donc j'explique parce que ça a un coût, et donc je motive à ça, quoi. Voilà, je veux l'adhésion complète. Et du coup, voilà, je suis plus là-dessus. Après, j'explique quand même les premiers protocoles que je vais donner, mais je ne suis pas du tout à expliquer les mécanismes que j'ai compris. Les liens cause à effet. Non, je suis pas, un petit peu sur certaines choses, parce que je suis obligé d'expliquer pourquoi. Je ne sais pas, pour reprendre l'exemple, s'il y a une hypothyroïdie que je suspecte et que, en effet, il y a un problème gastrique sous-jacent, je vais expliquer évidemment la suspicion que j'ai, pourquoi je vais faire une analyse de la thyroïde, par exemple, pourquoi je vais investiguer la thyroïde. Mais toujours, il y a quand même un lien assez fort avec les analyses. Voilà, c'est mon dada, donc du coup. Et par contre, à la deuxième consultation, là, je vais beaucoup me servir des analyses pour être très pédagogique. Là, j'adore faire ça, quoi. Vraiment, ça va être vraiment là je prends mon pied, quoi, à expliquer, à faire comprendre et à faire du lien avec les analyses. Parce que c'est très visuel. Moi, je suis très visuel. J'aime beaucoup me servir de choses un peu concrètes comme ça, montrer, voilà, c'est vous, ça c'est ça. Ça, c'est pas du tout normal. Ça, c'est très profonde carence. Ça, les gens, normalement, sont à peu près là, vous êtes vraiment très bas. Ah bon, voilà. Bon, vraiment, je change, voilà, il y a des trucs un peu comme ça, je joue un peu avec ça. Voilà, un petit peu moins. Mais en fait, du coup, c'est trois types de patientèle très différents. C'est-à-dire, quand ils viennent pour vous voir, ils savent qu'ils veulent des analyses, ils savent qu'ils vont en avoir pour cher. Non, c'est bon. Ne faites pas cette réputation-là, on a enregistré. Je vais limiter. Mais voilà. Alors que là, déjà, un petit peu moins, et puis vous, peut-être beaucoup moins, parce qu'ils ne viennent pas forcément pour faire des analyses. Ah si, ils viennent pour faire une consultation, un bilan d'1 heure, 1h30, ça qui aura peut-être des analyses derrière, j'ai été prévenu avant de venir, au téléphone, mais et en fait, ça dépend aussi de mes patients. Si je vois si le patient me pose des questions, là je suis ravi. Mais parfois, quand je commence à aller dans le détail, je vois que l'œil est vide, et je me dis, là je parle pour moi, je parle plus pour lui, c'est fini, alors après, il faut que je m'améliore aussi, mais... ça dépend. Oui, moi j'ai eu au début, puis Thierry sera pas étonné, des patients, quand ils sortent de la salle, ils avaient mal à la tête, et ils étaient fatigués. Donc je me suis forcée à réduire mon temps de consultation en fait, et puis aller plus droit, et puis fermer ma bouche pendant la consulte. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça dépend vraiment des gens. Puis après, Ça dépend des gens. On a la clientèle qui nous ressemble. Oui, complètement. Voilà, c'est bien caractéristique de ce qu'on fait, carrément. Et c'est tant mieux. J'avais une question sur le HOMA test. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose toujours avec Lionel, mais est-ce qu'il y a un intérêt quand on a l'impression d'avoir une discordance entre la clinique et la biologie? Parfois, on voit revenir la biologie, on est frustré de se dire mince, je m'attendais à un truc bien pourri, et en fait, on est un peu borderline. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une insulinémie post-charge pour essayer d'aller forcer un peu le processus si à jeun on est insatisfait du résultat? Mais j'ai pas de réponse. Moi je suis persuadée que dans le SOPK, oui. Mais pour ça je t'en ai parlé à Marion parce qu'effectivement, c'est super intéressant, mais c'est une analyse à jeun. Mais il y a des gens qui mangent du sucre toute la journée, donc ils sont pas à jeun. Et donc ils sont peut-être tout le temps en train de provoquer ce système quand même.
Et ben justement, c'est pour ça que j'en parlais avec Marion, parce que j'aimerais bien qu'elle en fasse pour avoir du retour clinique. Parce que Marion, bah, elle se présentera tout à l'heure, elle est sage-femme, donc elle travaille avec des méthodes d'observation du cycle. Et voilà, du coup, en aprotechnologie, c'est des médecins spécialisés dans la fertilité. Tu connais l'aprotechnologie? C'est des médecins spécialisés dans la fertilité physiologique, c'est quand même médicamenteux, mais c'est quand même la physiologie de la femme, quoi. Ils respectent le cycle physiologique de la femme. Au revoir Thierry, merci. Et du coup, eux, ils font effectivement 75 grammes de glucose, comme quand on fait une hyperglycémie orale provoquée, mais ils mesurent l'insuline 2 heures après, et effectivement, des fois, tu vois que c'est encore très élevé, et visiblement, des fois, il y a des combats normaux avec une insuline post-stimulative perturbée. Mais là, donc je pense que dans la SOPK, parce qu'il y a quand même pas mal de SOPK sans insuline-résistance, alors c'est pas la seule cause du SOPK, hein, mais je pense que ça pourrait être intéressant à investiguer. Ouais, mais c'est vrai que c'est là on rentre dans des examens dynamiques. Et je trouve que là, ça passe un peu les bandes de... Voilà, des examens, des investigations un peu dynamiques, on est vraiment sur du registre médical. Là, pour moi, vraiment, je ne me permettrais pas de faire ça. Ouais. Ça. Est-ce qu'il y a une des dernières questions? C'est souvent l'analyse des selles biliaires, comme ça. Alors, non, dans les analyses des selles biliaires, alors, tu parles d'analyse sanguine, hein, parce que les selles biliaires, ça se dose dans les selles aussi. Hein. Ouais. Donc, les analyses des selles biliaires, on a un peu... Guéna était une fan de cette analyse, elle la faisait beaucoup. Je pense que c'était une des meilleures spécialistes en France. Non, c'est parce qu'il y en a 2 ou 3. Non, mais... voilà. Je vais la troisième. Et quand j'ai essayé après, du coup, de l'intégrer ça au module 2, au début, j'avais cette ambition-là. Et puis, quand j'ai construit la formation, j'ai pris la tête à Guéna pendant plusieurs heures pour essayer de comprendre comment elle résonnait dans sa tête. Parce qu'en fait, il n'y a aucune étude là-dessus. Rien. Il n'y a rien. C'est le vide intersidéral. Il n'y a rien. Il n'y a aucune évidence-based médecine. Et donc, du coup, tu ne peux pas tirer un enseignement à partir de ça. Guéna y arrivait par sa pratique empirique, expérimentale, ses résultats et sa confrontation. Mais en fait, il y a très peu de choses. Alors, il y a quelques... je sais, moi, j'avais déjà fait, donc oui. Il marque quand même, tu sais, l'IPS. Oui, je sais, mais... Il marque des trucs bizarres. Ouais, mais c'est très bizarre. T'as vu un peu, c'est toujours la même d'ailleurs. Hein. C'est toujours la même feuille. Et puis, alors, il y a, comment il s'appelle, le labo, il y a un labo qui a repris ça, comment il s'appelle Romain Païs, non, c'est pas Romain Païs, mais il y a un labo qui s'occupe de ça, mais j'ai assisté moi aussi à une formation. Je n'ai rien compris. C'est des gens, alors je ne veux pas trop dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui vivent un peu avec ça un peu là-dedans, mais c'est une analyse hyper complexe, je trouve, et qui, voilà, après, là, vraiment, j'ai renoncé, quoi. J'ai passé des heures et des heures et des heures, vraiment, j'ai renoncé, quoi. J'avais fait des espèces de patterns, je me suis dit, non, je ne veux pas enseigner ça, j'ai bien d'autres choses, et il y en a, comme je vous disais, sur l'intestin, il y a au moins 50 analyses, on a vraiment, là, vraiment, on a beaucoup de choses à faire, on peut se passer de ça, quoi. Vraiment. Est-ce que dans les formations, on voit aussi à analyser tout ce qui est plus médical, justement? Quand je pense par exemple, vu qu'on parlait du foie, là, enfin de la difficulté, les azates, les alates, non, justement. Savoir un peu, est-ce qu'on peut faire un lien avec la micronutrition avec la... Alors, non, justement, ça je mets un point d'honneur et je le dis justement à chaque fois dans mes formations, justement très très bien segmenter l'univers du monde médical et des analyses médicales et l'univers des analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Par contre, à la pratique, après, libre à vous, il y a beaucoup de choses on peut trouver. Le truc, c'est que pourquoi c'est intéressant de faire des analyses nutritionnelles et fonctionnelles? Pourquoi c'est intéressant de faire une formation sur ce sujet? Parce qu'il y en a très peu. Alors, évidemment, il y a des labos qui donnent des analyses sur leur LIMS, SimLab, etc., donnent des formations. Mais des formations indépendantes sur le sujet, il y en a très peu. Donc c'est intéressant. Par contre, se former sur l'interprétation des alates et des azates, vous prenez un bouquin de médecine, vous avez, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça ne sert pas à grand-chose qu'il y ait un enseignement dessus. Et puis moi, je ne suis pas médecin, je ne veux pas former à ça, je mets un point d'honneur à ne pas former à ça. En médecine, ce sera une interprétation sur du lésionnel. Est-ce qu'on ne peut pas en tirer quelque chose Enfin, moi, je ne parle pas forcément de faire ces analyses à notre patient,
Mais s'il a déjà fait des analyses, est-ce que ça ne peut pas déjà nous donner un peu des informations Bien sûr. D'ordre fonctionnel? D'ordre fonctionnel, pas trop, mais justement, ça peut tracer la frontière entre le fonctionnel et ce que vous ne devez pas prendre en charge parce que vous voyez un bilan enzymatique hépatique qui est très perturbé. Donc là, vous pouvez adresser, parce que ça dépasse le cadre peut-être de votre registre, par exemple. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas me donner un enseignement là-dessus, quoi. Ça va dire, à la limite, ça me regarde pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas... Parce que justement, faut bien voir, on est un peu sur des pincettes quand même avec ce sujet-là. On est bien d'accord, hein, en naturopathie, vous allez dans n'importe quelle école de naturopathie. Justement, on va vous apprendre, moi, ce que je trouve aberrant, j'en ai suivi une, pas jusqu'au bout parce que ça m'énervait trop, c'était trop insupportable, mais voilà, j'ai suivi une partie du cursus. Et le truc que je trouvais très choquant, c'est qu'on apprend justement des analyses médicales. On n'apprend aucune analyse fonctionnelle et nutritionnelle, rien. Alors on apprend vaguement une numération formule sanguine, à interpréter un petit peu une NUM, à interpréter justement un bilan hépatique. Franchement, moi je trouve que ça ne sert à rien pour nous, absolument à rien. Ça va me donner aucune information, sauf à savoir trier un petit peu, à dire ok, ça c'est pas de mon registre, c'est du registre médical, parce que sur un bilan à la TASAT gamma GT, on ne tire aucune information fonctionnelle, quoi. Rien. Alors que le BMI, je vous ai montré tout à l'heure, on a des informations hyper pointues, il y a 7 voies de détox. On a deux voies de détox sur lesquelles on a des informations hyper pointues, les analyses que je vous ai données tout à l'heure. Avec la B12, avec l'homocystéine, on évalue une voie intéressante au niveau de la méthylation, une voie de détox hépatique aussi. Donc on a à notre portée des analyses simples, nutritionnelles, fonctionnelles, qui sont beaucoup plus intéressantes que partir dans des bilans médicaux. Et qui vont déboucher sur des stratégies de prise en charge. Et qui vont déboucher sur des stratégies de prise en charge. Ouais. Mais il y a quand même un recoupement, enfin l'homocystéine c'est un marqueur utilisé par les médecins. Très peu connu, très peu connu. Le cholestérol, l'insuline, il y a quand même des cardiovasculaires. Très peu connu. Homocystéine cardiovasculaire, j'ai fait une énorme étude là-dessus, moi, parce que à l'époque je travaillais, je faisais des entretiens avec des médecins et des tables rondes. J'ai interviewé 30 médecins, cardiologues, hospitaliers. Je crois qu'il y en avait 3 qui connaissaient l'homocystéine. Alors que la cardio, quoi, c'est censé être. C'est pour ça que c'est. Non, c'est très connu. Donc non, c'est exceptionnel, c'est des marqueurs fonctionnels, alors que pourtant... vous avez un module approfondi pour mesurer tout ce qui est cortisol aussi? Cortisol, ouais. Alors le cortisol, ouais, on le voit en clinique dans le module 5 et en biologie dans le module 6. Salivaire. Et puis toi, tu vas... Et après, je le reprends dans l'hormono, ouais. le module spérum. On va peut-être commencer à préparer. Ouais, justement, c'est une ouverture sur la présentation. Donc on va faire Donc on va faire une petite présentation de la suite de l'aventure un peu DFM, parce qu'en fait on a lancé ce cursus de formation, hein, que vous avez compris, qui s'articule entre une alternance entre clinique et biologie. Hein. Tous les modules, c'est 6 modules, et les 6 modules se répondent 2 à 2. Module 1, investigation clinique et prise en charge de l'intestin. Module 2, toutes les analyses de l'intestin. Module 3, oui, pardon, merci. Module 3, c'est toute l'immuno-inflammatoire, clinique et prise en charge. Et module 4, toutes les analyses immuno-inflammatoires. Et module 5, neuropsychique et métabolique, clinique et prise en charge. Et moi, je finis par le module 6, justement, où on voit le cortisol salivaire de manière assez détaillée. On passe beaucoup de temps là-dessus. C'est une analyse vraiment très intéressante sur la biologie du stress, très intéressant. Voilà, donc ça c'est notre cursus de base, un peu, on aime bien dire que c'est un peu notre colonne vertébrale, en fait, vraiment la création de base, le cursus de micronutrition de base. Et puis cette année, on a justement beaucoup élargi l'offre. Vous allez voir, parce qu'on s'aperçoit que il y a de la demande sur plein d'autres axes, et puis pour faire une bonne prise en charge, et ça c'est le cursus, c'est la colonne vertébrale, c'est la structure, mais qui a beaucoup besoin d'autres outils. Donc on espère que chaque année, comme ça, on rajoutera des outils assez pointus, très complémentaires de cette colonne vertébrale. Okay, c'est vraiment l'idée. Donc c'est pour nous assez un grand cap, parce qu'en fait, d'ailleurs on a sous-titré, peut-être tu peux passer la diapo suivante, je sais plus. Voilà. On a sous-titré devenez praticien en santé fonctionnelle, voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est vraiment un peu la transition qu'on fait. On reste bien sûr sur la colonne vertébrale de la micronutrition, mais on va élargir ça avec DFM cette année, quoi. Voilà, des formations
complémentaires, à la fois qui vont compléter cette colonne vertébrale, mais qui vont l'enrichir au-delà de la micronutrition. Du coup, moi, ce que Oui, je voulais voilà, dire sur ce l'objectif. cursus, c'est que ce qui nous tenait vraiment à cœur dans ce cursus, c'était vraiment de coupler la clinique dont je me charge et la biologie dont Bruno se charge, hein, donc, comme il vous a expliqué, avec les modules 2 à 2. Et ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'essayer de transmettre aussi vraiment une pratique. Parce que c'est vrai qu'on rencontrait beaucoup de praticiens qui avaient fait des formations super intéressantes, hein, c'est pas du tout une critique. J'ai adoré toutes les formations que j'ai faites, mais malheureusement il y avait quand même assez peu de pratique, et donc souvent on était un petit peu frileux à la sortie de ces études, on se dit mince, maintenant qu'est-ce que je fais avec toute cette connaissance, comment je la mets en application, et donc c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé, essayer de rendre tous ces concepts très théoriques quand même le plus pratique possible, quoi. Ouais, d'où le nom, un peu la marque de fabrique aussi qu'on retrouve tout le temps, le mot pratique dans toutes nos formations porte ce petit nom, parce que c'est justement un petit peu l'esprit à chaque fois qu'on a voulu mettre au cœur de ça, quoi. Donc en gros les objectifs, hein, voilà, les objectifs de biopratique, on va, si tu peux passer à la suivante, on va juste, vous avez un petit peu, tout est bien expliqué dans le programme, mais bon, on va pas trop détailler ça parce que finalement, avec toute l'illustration qu'on a faite dans la première partie, vous avez un petit peu les objectifs qui sont décrits. Vous voyez, savoir explorer les différentes fonctions, savoir... voilà, c'est vraiment ce qu'on a proposé. Si vous avez, à travers l'illustration, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire là-dessus? Oui, juste une chose très importante, c'est que toutes nos formations sont disponibles, la plupart, à la fois en e-learning, et puis évidemment on essaie, on tient au plus possible de les donner en présentiel, malgré même tout ce qu'on a traversé la dernière année. À chaque fois on maintenait le présentiel le plus possible, dans les confinements, dans les différentes vagues, on a surfé dessus. Voilà. Du coup les participants étaient hyper motivés aussi, parce Ouais. qu'on a que des résistants. Oui, des résistants qui sont très motivés à chaque fois. Ouais. Je fais exprès. Question basique, mais les 6 modules, il faut les faire dans l'ordre. C'est mieux. C'est Si conseillé. quelqu'un veut faire les 6 modules, oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a eu des fois des gens qui voulaient récupérer au module 4, c'est très dommage, quoi. Si on veut faire les 6 modules, il faut vraiment mieux les faire dans l'ordre. Oui. Après, on n'est pas obligé de faire les 6, quoi. Tout à fait, ouais. Il y a des gens qui, justement, ça peut être à la carte, ouais. C'est à la carte, pour l'intestin, il intéresse souvent les gens. Voilà, mais c'est vrai que l'ensemble si on veut avoir on va dire l'état d'esprit complet, moi je trouve, pour avoir suivi les premiers cursus de Guénaël aussi, parce que j'y assistais, puis j'ai plaisir à chaque fois à redoubler, à tripler. L'apothéose, c'est un peu le module 5, quoi. Après le module 6, c'est vrai qu'on voit les analyses qui vont concerner le module 5, hein, toute l'analyse neuropsychique, etc. Mais la compréhension de ce qu'elle propose, elle, dans son investigation, dans son bilan, dans sa manière de raisonner, dans sa logique, on comprend vraiment au module 5. Je ne sais pas si certains sont là qui l'ont fait, mais c'est vraiment... Parce qu'on termine le tour de toutes les fonctions, en fait. Voilà. On remet tout de la globalité. Il y a un peu un moment feu d'artifice, quoi, où là, on commence à pouvoir intégrer tout et à faire du lien, et il y a une espèce de waouh qui se dégage dans toute l'assemblée, qui est assez chouette, quoi. Voilà. Et du coup, ça, il faut avoir un peu le suivi un peu global, quoi. Je voulais savoir, moi je suis en transition professionnelle, Ouais. je suis que simple technicienne de laboratoire. Ouais. Est-ce que je peux être une bonne professionnelle à la fin des 6 modules ou pas? Alors, parce que je n'ai, moi, à part les analyses, voilà, ouais. Ça encore, je maîtrise un peu. J'imagine. Ouais. Vous avez été formé pour ça. Comment? Vous avez été formé pour ça? Vous avez fait un DUT ou un truc quelque chose comme ça? Non, le DELA, moi, c'est okay. pour l'assistance publique. Okay. J'ai un peu voyagé au niveau des différents labos. Mm-hmm. Et je voulais savoir, est-ce que je peux être une bonne professionnelle à la fin, parce que voilà, aucune notion de médecine ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, ça, j'ai créé alors, ça m'introduit à il est là, ben voilà, parfait. J'ai créé un module spécial quand même, parce que faut vous dire une chose quand même, on a un certain niveau dans ce cursus qu'on propose de biopratique. Hein, si vous écoutez un petit peu, on a enregistré plein de petites vidéos sur notre site qui présentent tous les modules. Et écoutez-les. Si vous vous dites, si vous ne comprenez pas un mot, c'est mauvais signe. Ça veut dire que pendant le séminaire, ça va être dur. D'accord ? Donc, on a créé dans cet objectif un module de mise à niveau, d'accord, qui donne tous les concepts de base. Voilà, vous l'avez fait. Okay. Normalement, vous devez vous sentir déjà un peu plus à l'aise pour l'idée. J'explique pour les autres aussi, du coup, vous m'avez donné un tremplin. C'est un module que j'ai voulu un peu comme une pyramide, comme des strates, c'est-à-dire qu'on apporte
des informations, comment dire, on pose une strate, on pose le bas niveau de la pyramide, une fondation, on apporte le deuxième niveau, on apporte le troisième niveau, etc., etc. Pour pouvoir, au dernier niveau, commencer à avoir le raisonnement fonctionnel ou le raisonnement holistique, global, comme les différents liens qu'elle vous a fait. Parce que là, du coup, c'est un petit peu ça. Donc on pose des bases de chimie, mais alors à chaque fois, l'idée, c'est pas perdre son temps avec des trucs inutiles. D'accord ? Moi, j'estime que j'ai essayé de donner le nécessaire et le suffisant. J'aime bien ces deux mots, parce que c'est vraiment ça. Deuxième strate, la biochimie. Alors là, si vous ouvrez un livre de biochimie, vous êtes paumé. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est très très compliqué. Donc là, j'ai essayé de donner des choses dont on avait besoin vraiment en consultation. Le nécessaire est suffisant. Troisième niveau, la biologie. Quatrième niveau, la physiologie. Et puis après, on débouche sur la consultation fonctionnelle. D'accord ? Le fait de poser tout ça, ce qui est génial, c'est que ça vous comprenez ce que vous faites. C'est ça qui est fabuleux. C'est que vous comprenez tout, vous avez toutes les articulations, les rouages de pensée pour pouvoir expliquer, justement, être pédagogue avec son patient, pour pouvoir vraiment comprendre. Normalement, j'aime bien souvent, c'est une citation d'Einstein, je crois, qui disait que ce qu'on n'est pas capable d'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est qu'on n'a pas compris. Et moi, je pense que c'est un peu ça dans nos consultations. On doit être hyper simple. Tu disais tout à l'heure, on parlait comme un enfant. On ne traite pas nos patients comme des enfants. Il ne faut pas faire ce qu'on n'a pas dit. Mais c'est d'être capable d'expliquer des concepts parce qu'on les a suffisamment bien compris. Et pour comprendre la micronutrition, il faut forcément des bases de biochimie. C'est quasiment impossible sans ça. Pour finir, pour répondre à votre question, je pense que oui, en bossant bien. C'est pas juste les écouter et puis après, mais si vous voulez travailler, vous êtes vraiment impliqué dedans. Si vous faites aussi vos propres recherches, il y a un investissement, quoi, comme dans toute formation professionnelle. Quoi. Mais par contre, vous avez absolument toutes les clés. Par contre. Ouais. Et après, n'hésitez pas autrement, si jamais on n'a pas le temps de poser plus de questions, de les poser. Comment on peut les poser Comment on peut les poser ouais. On a plusieurs groupes, on intervient plein oui, de groupes, mais parce qu'il faut, on peut le dire, c'est un tremplin pour le dire aussi, c'est que on a créé un groupe spécial pour les gens qui suivent nos formations. À partir du moment où vous faites une formation, même un seul module, si vous achetez, je parle module 1, voilà, vous intégrez un groupe Facebook, donc il faut être sur Facebook. Et puis à partir de là, vous pouvez, un groupe privé sur lequel vous pouvez nous poser des questions et notamment un cas clinique, etc., etc. On essaie d'être plus présent possible, on est très présent sur les réseaux, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis c'est très important, c'est vrai que les participants qui posent beaucoup de questions avancent beaucoup plus vite. C'est l'intérêt des présentiels aussi, parce que du coup on a le temps de poser beaucoup des questions qu'on veut en présentiel. Une question, pour le présentiel, on parle avec un support quand même oui, bien sûr. Moi j'ai 450 slides et vous les avez. Il faut gratter un peu souvent en plus, mais il y a un bon support déjà. Alors celui-là il est vu, du coup c'est parfait, merci pour la question. Alors après l'autre nouveauté 2022 c'est le cursus, le module, un gros module qui s'appelle Hormonopratique, encore une marque de fabrique pratique. Celui-là il me tenait vraiment beaucoup à cœur, il me met beaucoup la pression parce que je l'ai beaucoup travaillé. 4 jours, hein, quand même. Il est 4 jours effectivement et c'est vrai que dans le cursus biopratique, on aborde la thyroïde, le cortisol, la mélatonine, qui sont déjà des hormones. C'est déjà pas mal parce que pour un bon début, c'est déjà très bien. Mais après, on a envie d'aller parfois plus loin et découvrir plus les hormones stéroïdes, féminines, masculines, etc. Et donc là, c'est vraiment 4 jours pour se poser sur ce fonctionnement endocrinien. Donc on voit un peu toutes les principales hormones, donc testostérone, oestrogène, progestérone, cortisol, hormones thyroïdiennes, etc. Et on fait plein de zooms. Zoom sur l'endométriose, zoom sur la préménopause, zoom sur le SOPK, zoom sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, zoom sur le déficit androgénique, zoom sur tout ce qui peut être d'ordre de dysfonctionnement hormonal. On les voit d'aspect assez pratique et vraiment c'est un module où on va beaucoup raisonner. Donc c'est un module, je pense, qui se veut assez original parce que je parle aussi dans ce module de la physiologie de la femme parce que j'ai découvert grâce à Marion Vallée, la sage-femme au fond de la salle, j'ai découvert grâce à elle tout ce qui est méthode d'observation du cycle qui m'a vraiment révolutionné ma pratique en hormonaux. Alors j'en faisais déjà pas mal de l'hormono, mais quand j'ai découvert sa formation, je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu pratiquer l'hormono chez la femme sans connaître ça, quoi? Comment est-ce que j'ai pu continuer à donner
faire des bilans hormonaux à J21 pour voir s'il y avait une bonne ovulation, alors que parfois la femme elle va ovuler à J22 et que parfois elle aura ovulé à J7. Qu'est-ce que j'évalue en fait à J21? Moi-même j'avais fait mon suivi à J21, j'avais une progestérone de 5 et quand je l'ai fait au bon moment de mon cycle, c'est-à-dire 7 jours après mon ovulation à moi, on n'était pas à J21, bah, j'avais une progestérone de jeune fille de 20. Marion m'a dit mais tu ovules comme une jeune fille. Donc c'est quand même super intéressant de se rendre compte de, mais je me suis dit, et puis ça change tout dans notre prise en charge parce que donner une plante progestative à une femme quand on la donne à J15 comme on dit tout le temps J15 parce que la femme est censée ovuler à J14, donc on donne une plante progestative quand on pense qu'elle en manque à J15, mais ça se trouve elle n'a même pas encore ovulé, donc peut-être qu'on va même altérer son ovulation. Donc vous voyez, ça change mais tout quoi. Enfin, donc ça m'a donné beaucoup de motivation pour non seulement faire ce cursus, ce module hormonaux, et puis aussi pour proposer à Marion de nous présenter sa formation. Marion. Ouais. Donc c'est vraiment super complémentaire entre le cursus hormonopratique et puis la formation de Marion. Bon Guénel a presque tout dit. Hein. Donc en fait le centre de cette formation, donc que vous trouvez dans le catalogue que j'ai découvert aussi ce soir, c'était super. Bravo Elisa, pour ça. Le challenge, c'est de transmettre les informations suffisantes, enfin le contenu suffisant pour vous permettre en tant que praticien, quelle que soit votre profession, de donner les clés d'observation du cycle à une femme. Donc observer son cycle, c'est pas seulement observer ses règles. Pourtant, moi, on m'a posé le logiciel de la gynécologie sur des fondations quasi inexistantes. C'est-à-dire que j'ai appris la pathologie gynécologique sans avoir appris vraiment la physiologie. Donc j'ai appris à envisager un cycle au travers des règles. Et donc un cycle court, c'est un cycle avec des règles proches. Un cycle long, c'est un cycle avec des règles éloignées. Et même dans le mot règle, est-ce que vraiment ce sont des règles ? Tout le challenge est là finalement. Et en tant que femme, on découvre assez vite que parfois on a des saignements bizarres. Et quand on vient livrer ça à son médecin ou à sa sage-femme, il nous répond une phrase un peu facile, que la femme n'est pas un robot. Et puis voilà. Donc moi j'ai dit moi-même à mes patientes, bah oui, vous n'êtes pas un robot, donc votre cycle dure 40 jours, c'est normal. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment normal ? Après j'ai découvert que non, c'est pas toujours normal. Et voilà. Et en fait finalement, j'ai découvert malheureusement après mes études que l'événement central du cycle c'est l'ovulation, et c'est pas les règles. Et que les règles ne sont que la conséquence de l'ovulation. On peut avoir déjà ce pressentiment en soi, mais encore faut-il en avoir la perception et la compréhension globale. Et donc en observant son cycle, on observe les différentes phases de son cycle. Et en fait, on observe que la phase fertile, la phase de glaire cervicale, pour être plus concret, c'est la phase qui va amener à l'ovulation. Et c'est ça que la femme est capable d'observer jour après jour. Et en fait, en ayant cette observation quotidienne, et donc la femme va tenir un tableau. Et ce tableau va être un outil thérapeutique d'une très grande puissance pour les praticiens de la femme, puisqu'il nous permet d'apprécier cliniquement la fertilité et donc la qualité d'ovulation de la femme, et aussi quand l'ovulation a des troubles. Et donc ça va nous amener aux troubles gynécologiques, et donc on va pouvoir explorer aussi à bon escient, comme dit Guénel, le jour 14 il disparaît, on ne raisonne plus du tout en termes de nombre de jours, on va raisonner par rapport à l'ovulation, et donc explorer par rapport à cette phase. Et donc, voilà, ça, comme dit Guénel, ça révolutionne la pratique. Moi, ça a révolutionné mon métier de sage-femme. Ça a rendu la gynécologie bien plus passionnante que simplement au travers des saignements. Et en tant que praticien en micronutrition, cette formation vous permet vraiment d'optimiser votre prise en charge de la femme spécifiquement, parce qu'on peut vraiment l'appréhender dans la globalité. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, pendant la formation hormonopratique, je vais un peu critiquer les analyses. Pourtant, je les utilise à fond et je continuerai à les utiliser. Mais je vais vous faire prendre conscience quand même que les analyses en hormonaux, c'est à lire avec énormément de distance parce que c'est très complexe. Qu'est-ce qu'on analyse exactement dans une analyse en hormonaux ? Entre la fraction libre active en fonction des transporteurs hormonaux, en fonction de la sensibilité de la personne aux hormones, en fonction de ses polymorphismes génétiques, en fonction de sa période du cycle ou sa période de vie, ou en fonction des perturbateurs endocriniens, mais quid de qu'est-ce qu'on analyse par une analyse ? Alors qu'effectivement, la clinique,
va être souvent beaucoup plus informative, même si bien sûr elle est toujours à prendre avec beaucoup de recul et plein d'éléments entre eux. Les analyses n'ont du sens que dans la clinique, ça c'est vrai pour tout. Mais donc c'est vrai que la glaire cervicale, c'est un super, Marion tu l'appelles le biomarqueur. Pour nous, biomarqueur, c'est un peu perturbant parce qu'on pense aux analyses biologiques, mais après tout c'est quasiment ça, donc ça peut être un super biomarqueur effectivement de la fertilité de la femme, mais aussi de sa vie gynécologique. Donc ces méthodes d'observation des cycles, on peut aussi l'utiliser du coup en tant que moyen de contraception, pour optimiser sa fertilité ou pour son suivi gynécologique. Donc là, par exemple, tout à fait. Les inséminations qui tombent à plat. Bah oui, il y a plein de choses qu'on pourrait repérer. Exactement, tout à fait. Ce que je voulais rajouter, c'est en tant qu'homme qui consulte justement en micronutrition, c'est à quel point cette formation en mono et aussi ce que vient de nous présenter Marion, pour moi ça me paraît juste indispensable parce que le nombre de femmes à la consultation c'est 80, je sais pas, par exemple Florent, je sais pas toi, mais moi 80-90%, oui, je sais pas, par exemple, parce que tu consultes beaucoup, je savais, donc 80-90% de femmes, peut-être moi en tout cas dans ma consultation c'est ça. Ah oui, alors, oui. Je ne sais pas compter les statistiques, mais c'est une grosse majorité certainement. Ouais. Et donc du coup, le nombre de fois où, je dois l'avouer, des fois je suis totalement déstabilisé par du coup des problématiques qui ne sont pas, les motifs de consultation ne sont pas des problèmes féminins, forcément, mais il y a toujours des intrications chez des femmes de 40, 50 ans, ou voire plus, il y a toujours des intrigues. Et parfois, je suis très déstabilisé. C'est un outil qui me manque vraiment aujourd'hui, que ce soit l'hormono ou que ce soit ce que tu viens de nous exposer, Marion. Je pense que c'est vraiment vital. En tout cas, moi, je le sens pour mon propre apport en tant que praticien. Et donc, voilà, c'est un petit peu aussi ça qu'on cherche à offrir avec ces formations dans DFM. Donc, je peux embrayer sur le yoga peut-être du coup. Mais tu peux embrayer sur parce que c'est en rapport avec ce yoga. Vas-y, ouais, très bien, très bien. Sur le yoga. Sur l'onco, tout ça. Ouais. Du coup, alors je ne respecte pas le plan, mais j'ai envie de vous parler maintenant du yoga parce qu'on va aussi parler d'hormones. Ouais. Donc ça va être une formation qui sera dispensée par Aliénor Rocher, qui est une femme qui vit. C'est génial, c'est vraiment une formatrice exceptionnelle, elle est très vivante, elle est très rigolote, elle a beaucoup de punch. Moi j'imaginais les profs de yoga comme des super zen. Elle n'est pas du tout comme ça. Elle est très drôle. Et donc elle va nous faire une formation yoga pratique et santé féminine. Donc vraiment ça va faire un tout. Parce qu'effectivement on va s'occuper de l'observation, on va s'occuper de la prise en charge micro-nutritionnelle, mais il n'y a pas que ça. On sait très bien qu'il y a aussi le psychomotionnel, les thérapies corporelles et dans le côté endocrino, bien plus que dans n'importe quel autre domaine, je pense. Donc du coup, Aliénor va nous faire une formation de 2 jours qui sera dispensée en classe virtuelle ou en présentiel. Donc elle ne fera pas de e-learning, ce sera classe virtuelle en direct ou en présentiel. Et à travers ces 2 jours, elle va nous faire prendre conscience qu'effectivement, on peut appliquer des méthodes de yoga-thérapie, mais aussi, on ne va pas faire que du yoga, on va faire la danse de l'utérus, il y aura des protocoles de respiration, des points d'acupression, plein de choses comme ça. Donc elle a plein d'outils à son arc, enfin de cordes à son arc. Et du coup, elle va beaucoup se baser aussi sur le cycle de la femme. Quel type de posture en fonction du moment du cycle, donc faut-il encore savoir à quel moment du cycle ça va peut-être changer sa pratique elle aussi. Donc exactement, et puis on va aussi parler des périodes de transition hormonale de la femme, les périodes de puberté, de grossesse, de ménopause, et aussi il va parler un petit peu de fertilité. Donc on n'a pas encore fait sa formation, donc malheureusement peut-être que je ne vous la décris pas parfaitement, mais je suis archi sûre que ce sera super chouette. Ouais, ce sera quand je ne sais plus les dates, c'est ça doit être en juin, je crois. En juin sur le... La première est en classe virtuelle. Oui, en classe virtuelle. Et la prochaine, c'est en février de l'année prochaine, pour le présentiel. Pour le présentiel. Autrement, tu as la classe virtuelle. La classe virtuelle en juin, quoi. Voilà. Elle a un planning chargé, cette madame. Ouais. Donc elle ne pouvait pas venir ce soir parce qu'elle est en Bretagne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis là-dessus? Alors, on passe sur un autre sujet. Là, c'est un indispensable aussi. En fait, c'est que des indispensables. Alors, parce que ça aussi c'est des choses sur lesquelles on peut être très déstabilisé. Parce que, autant, je pense qu'il faut des exigences de compétences pour toutes les pathologies et désordres fonctionnels qu'on peut être amené à prendre en charge dans une consultation de micronutrition. Il faut de la compétence, c'est sûr. Mais quand on a affaire à des patients atteints d'un cancer ou en rémission ou en accompagnement, etc.,
Là c'est vraiment compétence plus, quoi, hein, parce que là, ça rigole pas trop. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a trouvé un peu la perle rare. Enfin, c'est Guénaël qui a trouvé la perle rare. Florence Samy, qui est une pharmacienne, qui est formée spécialement justement dans l'accompagnement en soins de support en oncologie, et puis qui est vraiment complètement investie là-dedans et qui consulte spécifiquement là-dessus, et qui allie pour moi la triple compétence en tant que pharmacienne, de connaître très très bien tout ce qui est thérapie classique, que ce soit chimio, que ce soit biothérapie, que ce soit immunothérapie, donc comment ça fonctionne tout ça, quels sont les effets secondaires, des rayons, etc. Donc elle a un très très bon niveau de connaissance en tant que pharmacienne de tout ce versant, on va dire, médical. Elle maîtrise aussi la micronutrition, ce qui est important parce que du coup nous on fait ça dans le cadre d'une formation justement de micronutrition, et donc on cherche à faire évoluer nos praticiens qui se sont formés à la micronutrition, donc il faut bien sûr que ça se rattache, même ce que nous a expliqué Marion, se rattachera aussi évidemment à l'ensemble de notre esprit DFM micronutrition, et donc elle a donc cette compétence de micronutrition, et enfin la compétence de connaître aussi très très bien les protocoles alternatifs qu'on peut proposer aux patients cancéreux. Voilà, donc ça fait cette triple compétence qui vraiment, moi j'ai hâte, ça va être 3 jours de formation. Elle sera donnée à Rennes, d'accord, et pour le présentiel, et puis en e-learning très rapidement, je crois sur septembre, quelque chose comme ça, je ne sais plus sur le programme, mais voilà. Est-ce que j'avais quelque chose à dire pour cette formation en plus? Non, je pense que c'est bien. Tu voulais quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Je pense que ça va. Sincèrement, je pense que ce soit aussi bien la formation de Guénaël sur l'hormono que la formation d'oncologie de Florence. Je pense que ça va être des formations de référence très très vite, parce qu'il y a peu de choses qui vont être aussi développées, aussi bien dans ce que donnera Guénaël que ce que donnera Florence. Voilà. Ça, c'est moi qui continue. Ouais. Alors, ça c'est bon. Alors, ça c'est notre divers. Ça aussi un indispensable, parce que le complément alimentaire fait partie de l'arsenal du micronutritionniste. Hein. En fait, en gros, on travaille sur l'assiette, on travaille avec des compléments, et on travaille avec des modifications de mode de vie. En gros, voilà le triptyque. Hein, voilà. Donc du coup, le complément alimentaire a toute son importance, d'accord. Donc il faut maîtriser ça, d'accord. Or, bien souvent, en tant que micronutritionniste, on part sur certaines habitudes de prescription assez vite, ou alors la dernière visite du labo, ou les choses qu'on a souvent entendues de la part du labo. Donc on a des ordonnances un peu assez vite dans notre pratique qui peuvent être assez types. Et donc il faut, je pense, très vite sortir de ça et savoir vraiment avoir un esprit critique sur les compléments alimentaires. Donc savoir ce qu'il y a dedans, bien connaître leur composition, être capable d'avoir un solide socle de connaissances sur le sujet des compléments alimentaires pour pouvoir faire des choix très éclairés, d'où le sujet. Et donc là, ça sera Olivia Lemasne qui nous donnera cette formation. Alors Olivia, elle a, je crois, une maîtrise en génie chimique, je crois, de formation initiale. Elle s'est formée en naturopathie au Québec. Elle est consultante en formulation de compléments alimentaires. Et on va dire, elle est passionnée par cet univers du complément alimentaire. Voilà, elle est très pointilleuse, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureuse, méthodique. Et donc elle nous donnera une formation, je pense, qui va être pareil, j'ai vraiment hâte, qui va être assez super pour pouvoir, on va dire, progresser beaucoup dans la compréhension et dans l'usage de cet outil indispensable en micronutrition. Voilà. Et puis la dernière, je pense encore moi, avec Elisa. Madame, vous voulez vous donner? C'est notre photographe du jour, mais c'est aussi notre maquettiste. Et puis elle donne, donc ça va devenir formatrice aussi. Pratique Kepani, donc je suis ostéopathe et sophrologue, donc on va l'animer avec Bruno. Donc ça va être, c'est pas une formation, c'est un stage pour prendre soin des thérapeutes, des praticiens, parce que on est dans une période où on est maltraité. Donc voilà, et c'est aussi donc, pour prendre soin. Donc c'est un moment, on va beaucoup pratiquer de sophrologie. Et des exercices de connaissance de soi. Donc, le but, c'est vraiment de renforcer ces valeurs. En fait, l'impulsion, elle est venue, c'est un peu une réponse à la crise, parce que pour moi, ces derniers temps, c'est une crise des valeurs, en fait, des valeurs humaines, et on voit que vraiment,
il y a un effondrement des valeurs, la société, le gouvernement, enfin bon, plein d'acteurs malveillants piétinent les valeurs humaines. Donc pour moi, c'est vraiment urgent de les ressaisir. On a failli appeler cette formation pratique éthique et consciente, mais c'était un peu trop sérieux. L'aboutissement d'une pratique consciente, ça amène à être épanoui dans sa pratique. Donc on abordera les thèmes de la connaissance de soi, qui suis-je en tant que praticien, c'est quoi ma spécificité, parce que souvent on sort des écoles, on est des nuls quoi. On voit, voilà, les jeunes ostéos, ils sortent des écoles jeunes naturaux, voilà, on fait des cures de jeûne, mais peut-être qu'on fait des choses qui ne sont pas vraiment nous, et ça nous empêche d'attirer vraiment une patientèle qui nous ressemble, ou d'avoir un rayonnement. Donc le fait de vraiment renforcer ses idéaux, ses valeurs, de mettre la conscience, de le ressentir en soi, ça donne plus de force, voilà, puis ça donne une confiance aussi dans son rapport au patient, ça crée aussi une force de protection aussi. On va parler de la protection du thérapeute, mais au-delà des gris-gris, des pierres, la labradorite et tout. Voilà, on va apporter beaucoup plus de profondeur, de rigueur, voilà, et de conscience dans sa pratique. Voilà, dans le but d'être vraiment des praticiens forts, plein de valeurs, des praticiens du nouveau monde. Voilà. Ouais. En fait, l'idée c'est que la complémentarité, si je peux juste rajouter, c'est que du coup dans toutes nos formations IFM, on est hyper technique, quoi. On forme des gens extrêmement pointus au niveau technicité, et donc là c'est un peu une formation parenthèse, quoi. C'est-à-dire prendre le temps pour soi en tant que praticien pour se poser des questions plus sur le fond, et donc grâce à la sophrologie que Elisa nous proposera, c'est justement d'aller chercher ces réponses et de mettre en cohérence sa pratique avec qui on est vraiment, et ça c'est pas évident en fait. Justement, je trouve que ce qui fait les clés d'un succès dans une activité, c'est de savoir vraiment, précisément ce qu'on a à donner, quoi. Voilà un petit peu l'idée qu'on essaiera de développer, quoi. Ça complétera justement cet aspect technique par un aspect plus de fond, de profondeur. Voilà. J'ai hâte aussi. Mais j'ai un peu la trouille aussi. Merci à vous. Et il y a 2 livres à vendre, celui de Marion sur le cycle féminin naturel et celui de Bruno, hein, pour ceux qui n'ont pas, si vous voulez, ils sont achetables. Vous pouvez prendre des programmes aussi, bien sûr. Hein. Merci beaucoup.